Bonsoir à tous, vous êtes dans le 16e numéro du Club des 5. On est en direct de 23h à minuit 30 ce soir, puisqu'on est en direct un peu plus longtemps que prévu, comme tous les samedis, pour revenir sur toute l'actualité des 5 grands championnats. Et on sait qu'elle est très riche aujourd'hui, cette actualité, avec beaucoup de matchs. On va parler de la Première Ligue, de la Serie A, de la Ligue 1 et également aussi d'Espagne, de la Liga, je l'ai oublié. Avec notamment Walid Cherchour, qui est là tous les jours, infatigable. C'est notre Roger Federer à nous un peu. Non, j'étais pas là jeudi, donc je me suis reposé un petit peu, donc je reviens en attaque. C'est vrai que t'étais pas là jeudi. Ouais, j'étais de repos, on m'a mis sur la touche. Ah, en plus c'était moi qui ai animé l'émission, tu vois. On m'a préservé comme Mbappé. Ouais. Et on n'a pas voulu te faire entrer. Et on a eu raison, je pense. Loïc Ebache est avec nous aussi. Bonsoir Loïc. Deuxième titularisation d'affilée. Toi aussi, tu. C'est le Pastore du. Ouais, je suis en train de grappiller du temps de jeu. Tu vieillis, tu prends un peu plus de temps de jeu dans cette équipe. Du galon, c'est bien. C'est une bonne stratégie. Au sommaire ce soir, bien sûr, de ce Club des 5, on va donc revenir sur la Liga, le match nul 0-0 entre l'Atlético et le Real. Le match vient de se terminer. On va parler aussi de Serie A. Il y avait 2 gros matchs aujourd'hui entre la Roma et Naples, entre la Naples et le Milan AC, victoire des Napolitains 2-1. Et puis 0, encore une fois, je me suis trompé, c'est pas du tout 0-0 entre la Roma et la Lazio. Il y a eu 2-1 pour la Roma, la Louve qui s'est imposée. On parlera aussi du PSG qui s'est imposé lui 4-1 contre Nantes. On verra un petit peu justement cette fameuse doublette Pastore-Di Maria qui pourrait grappiller peut-être un peu plus de temps à Kylian Mbappé et à Julian Draxler. Et puis on parlera du choc, le derby du nord de Londres qui avait lieu cet après-midi à 13h30 et la victoire d'Arsenal. On va revenir sur les Gunners qui font leur première bonne opération face aux gros cette saison. Mais avant ça, enfin même pas avant ça, on va commencer plutôt cette émission par la Liga, le Real Atlético. Ça vient de se terminer, c'était le choc de cette 12e journée de Liga au Wanda Metropolitano. 0-0, voilà, c'est le score final dans un match dominé par le Real mais très animé. On a retrouvé un petit peu les ambiances des derbys madrilènes avec vraiment beaucoup d'engagement physique. C'est quoi votre ressenti là? On est à 15 minutes après le coup de sifflet final. Quel est votre ressenti sur ce match qui était assez spectaculaire mais sans but et sans très très grosses occasions, j'ai envie de dire, Loïc? Moi, je pense qu'on peut sentir un petit peu de frustration des deux côtés, puisque finalement, les deux équipes ont eu leur temps fort. Maintenant, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment eu d'occasion nette, franche. J'ai rarement vu les deux gardiens, que ce soit Oblak ou que ce soit Casilla, vraiment inquiétés. Donc, un match avec pas mal d'intensité, où en tant que téléspectateur, on a pu prendre du plaisir. Mais qui finalement n'arrange pas vraiment les deux équipes au classement. C'est toujours le plaisir est toujours un peu gâché, on va dire. Non, pas forcément. Après, quand il y a pas mal d'intensité comme ce soir, quand il y a eu certaines phases où ça allait un petit peu d'une cage à l'autre, et puis il y avait du suspense, il y avait pas mal de suspense aussi. Souvent, on sentait qu'à n'importe quel moment, les deux équipes pouvaient marquer, même s'il n'y avait pas d'occasion franche. Donc voilà, même s'il n'y a pas eu de but, c'était un match qui a une certaine intensité, enfin avec pas mal d'intensité. Et voilà, mais je pense que les deux équipes peuvent être un petit peu frustrées. T'as passé une bonne heure et demie devant ce match? Non, on avait un match d'une très grande qualité, avec, je vous trouve un peu dire, quand même des situations assez chaudes, notamment celle de Kroos en première période. Il y a eu 2-3 occasions très très chaudes aussi en fin de deuxième avec Ronaldo, avec le face-à-face de Gamero où Varane la sort sur la ligne. Donc c'est vrai que chacun a eu la chance d'ouvrir le score. Même si globalement, tu le disais, le Real Madrid a clairement dominé. Je les ai trouvés bien plus entreprenants que leur dernier déplacement, notamment à Girona, où ils étaient beaucoup plus endormis. Et là, on a vu vraiment une équipe du Real Madrid qui était comptablement dans l'obligation de gagner. Et les deux équipes, que ce soit l'Atlético ou le Real. La grosse équipe au Real, on va se voir la compo tout de suite en pleine écran. L'Atlético et le Real avaient l'obligation de gagner pour remonter au classement, surtout que le Barça avait gagné plutôt à Leganés et de façon très, très convaincante. Donc oui, le résultat nul n'arrange personne. Il y a une petite erreur juste sur la composition. C'est pas Casilla qui est capitaine du Real, c'est bien Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est sorti d'ailleurs en cours de match à la mi-temps après un gros choc avec avec Théo Hernandez, pardon, le français. Lucas Hernandez, pardon. Théo est au Real. Sur un centre, il y a eu un gros choc. Il a pris le ballon en pleine tête. Qui aurait pu le pied en pleine tête, décidément. Voilà, vous avez compris que la situation. Ça aurait pu mériter un penalty. Ça aurait pu mériter un penalty. Et c'est vrai que c'était un geste assez dangereux. Ça reflète finalement un petit peu le mur, j'ai envie de dire, sur lequel le Real s'est un peu cassé les dents ce soir, parce que on l'a dit, le match était assez animé, mais finalement ce match il est dominé par le Real et on a la sensation que le Real cette saison,
on l'a vu face à Tottenham en Ligue des Champions, un peu de mal à prendre l'avantage sur un adversaire quand il est costaud. Finalement, il n'y a pas ce petit truc qui leur permet de gagner ces gros matchs cette année au Real, Walid. Il y a un gros problème d'efficacité qui est exprimé par les stats qui sont proches du néant, notamment chez Ronaldo et Benzema depuis le début de saison. Alors oui, il y a eu un contexte particulier avec la blessure les deux blessures, la suspension de Ronaldo et la blessure de Benzema. Mais encore une fois, je trouve que depuis qu'ils sont revenus, ça commence quand même à faire un peu beaucoup, 4 ou 5 matchs. Ils n'ont pas la confiance de l'an dernier et surtout la fin de saison dans les gros matchs de Ligue des Champions. On a un milieu de terrain qui tourne bien. Moi, j'ai trouvé Casemiro très important, notamment dans l'impact physique. J'ai retrouvé un Modric et un Kroos habile avec le ballon, capable de se projeter vers l'avant, ce qu'on avait moins vu notamment dans le match contre Tottenham ou contre Girona où ils avaient été complètement transparents. Et on a un Isco qui est à l'image du début de saison du joueur espagnol qui est vraiment le top player depuis le début de saison. C'est celui qui positionné à son poste, c'est celui qui dézonnait beaucoup. C'est celui qui apporte énormément. C'est une machine à laver, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il le rend propre, il fait avancer le bloc. Et moi, je trouve ce joueur extraordinaire, même si aujourd'hui, d'avoir Isco meilleur joueur du Real, c'est symptomatique. Pour moi, c'est pas normal. Normalement aujourd'hui, si le Real doit être là où il est, c'est avec un grand Ronaldo, c'est avec un Ronaldo qui marque, c'est avec un Benzema qui est beaucoup plus lucide dans le dernier geste. Alors Isco, c'est très bien ce qu'il fait, mais quand aujourd'hui les meilleurs buteurs sont Isco et Asensio, c'est qu'il y a un gros problème. Surtout quand on voit le total de buts. Justement, parlons-en un petit peu, encore une fois, le match de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema. J'ai envie d'oser la question, est-ce que c'est pas une attaque qui est un peu trop vieillissante aujourd'hui pour être dans les standards de performance du Real de Madrid? Je pense pas que ce soit une question d'âge, les soucis de l'attaque du Real aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une question, un souci mental. J'ai vu pas mal de mauvais choix qui ont été pris de la part de Ronaldo, et ça c'est pas une question. Les choix. La qualité, il l'a. Justement, plus on est vieux, plus on fait les bons choix, normalement avec l'expérience. Bien sûr. Mais voilà, là je pense que c'est plus dû à un déficit mental en ce moment. Peut-être suite aux indisponibilités du début de saison, je sais pas, ils ont peut-être du mal à se remettre dans le bain. Ronaldo, ça va faire 2 mois qu'il est revenu. Non, mais moi j'essaie de trouver des hypothèses. Après, j'ai pas la réponse. Si je l'avais, j'aurais peut-être été entraîneur du Real, je sais pas. Mais carrément. À la place du grand ZZ. Je suis très bon sur Football Manager, donc pourquoi pas. C'est bien d'avoir des ambitions. J'en connais un tout à l'heure qui m'a dit que s'il était entraîneur de Naples, il serait champion d'Italie, je crois, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'invente, c'est mieux. Non, en tout cas, plus sérieusement, voilà, le problème, je l'ai pas aujourd'hui. Mais la solution, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais le problème, en tout cas, je pense pouvoir dire de manière assez sûre que ça vient d'un problème mental. Oui. Non, mais pour parler vraiment de la relation entre Benzema et Ronaldo, on a vraiment l'impression que, pour l'un, je pense que Benzema est emprunté physiquement. Et on le voit dans ses déplacements, dans ses accélérations. C'est pas la surcharge de match. Oui, bien sûr. Non, dans sa prise de décision, dans sa vitesse d'exécution en fin de saison, c'est pas par rapport à ce qu'il faisait en fin de saison, c'est pas du tout le même joueur. Et pour Ronaldo, c'est vrai que je trouve qu'il a un vrai manque de confiance et que le retard pris par rapport à Messi, qui lui a 12 buts en Liga, commence vraiment à lui peser. Puis, on le voit dans son expression corporelle pendant le match, où il est vraiment pas dans son assiette, des contrôles qui sont ratés. Walid, je me permets justement de t'interrompre. Il y a une action tout à l'heure, une occasion qui est symptomatique. Vas-y, interromps-le quand tu veux, parce que sinon il ne te laissera pas la parole. Non, mais c'est ça, il est collectif. C'est le moment où Marcelo le décale justement sur le côté, où il manque son contrôle. Il a complètement l'occasion. C'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui revient sur lui. Il a dans une bonne situation mentale, dans une période où Ronaldo se sent mieux, c'est le genre d'occasion qu'il rate pas, où il enchaîne beaucoup plus rapidement contrôle-frappe. Là, il a laissé le temps aux défenseurs de revenir sur lui, et je pense que c'est le genre d'action symptomatique un petit peu, voilà, de ce qu'est Ronaldo aujourd'hui. Non, mais s'il était en confiance, je pense qu'il a joué en une. Il a joué en une. Ouais, voilà, ça. Il est capable de faire ses 2 pas d'ajustement vers l'arrière et d'envoyer une mine sur le but d'Oblak. Et là, c'est vrai qu'il a tardé. Après, encore une fois, c'était le cas aussi contre Tottenham. Quand on avait fait le débrief, il a 1 ou 2 occasions. Bon, il marque en fin de match, mais il a 1 ou 2 occasions pour faire basculer le match. Et dans sa frappe, on voit que c'est timide, c'est timoré. Et je trouve que, est-ce que la grosse question, c'est que je pense que sans un grand Benzema et un Ronaldo, alors vous pouvez avoir un milieu de terrain énorme, parce que aujourd'hui, sincèrement, je suis satisfait de ce qu'a produit le Real collectivement. C'est vraiment en nette amélioration dans l'intensité, dans l'utilisation du ballon par rapport à... Le souci n'est qu'offensif. Non, mais pour moi, le souci aujourd'hui, il est devant.
C'est-à-dire que dans l'animation offensive, et on l'a vu par les Et y a choix pas de d'autre solution. non, mais on l'a vu par rapport au choix de Zidane. Quand Zidane fait sortir Benzema en premier à la place d'Asensio, c'est quand même un symbole. C'est-à-dire que tu fais sortir ton numéro 9 alors que tu dois aller chercher. Aujourd'hui, pour moi, ils ont perdu le titre. Donc tu dois aller chercher. Alors justement, Tu dois aller chercher un résultat, et faire sortir Benzema pour Asensio. Et on l'a vu sur les 10 dernières minutes quand ils ont poussé, il y avait un vrai manque de présence dans les 25 derniers mètres et dans la surface de réparation. Donc pour moi, le problème vient de là. non mais c'est bien de le dire, Walid, il y a 10 points d'écart ce soir entre le Barça et le Real. On est à la 12e journée, on va dire à peu près, vraiment à peu près au quart du championnat. Pour vous, toi tu viens de le dire, le titre est perdu ce soir. Loïc, tu es d'accord avec ça? Parce que pour toi, le Real, définitivement, dit adieu au titre, quand on sait qu'un tel écart est très difficile à rattraper, même s'il reste deux classicos, par exemple. Ben, on connaît le rythme des grands championnats européens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est lâché rapidement, très tôt et d'assez loin, ouais, ça va être compliqué de revenir. Je vois mal le Barça en fait enchaîner une série de mauvais résultats au point de se faire rattraper de 10 Je vous points. trouve assez Non, mais il y a assez deux choses, pessimiste, quand même. Sam. C'est quand même enchaîné. Il y a deux classicos, donc admettons que le Real gagne ces deux classicos, c'est un nul et c'est Non, mais un puis même, nul et il faut un nul et une relativiser défaite. aussi. Non, mais même, il faut aussi regarder un petit peu par rapport au niveau du Real cette Ils vont saison. pas gagner 38 matchs, le Barça. Non, mais il y a deux Ils vont choses pas à dire, gagner Sam. 38 matchs, mais est-ce que le Real va gagner tous ses prochains matchs? Non, mais il y a deux choses à dire, Sam. C'est vrai. Il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'encore une fois, moi, mathématiquement, je ne vois pas déjà le Real taper 2 fois le Barça cette année, donc reprendre 6 points. Derrière, il te reste 4 points. Donc déjà, il faut savoir qu'en deuxième partie de saison, le Barça a déjà été au Wanda Metropolitano, donc ils vont recevoir l'Atlético Madrid. Le Real Madrid va sûrement, si je ne dis pas de bêtises, rencontrer un gros en 8e vu qu'ils vont terminer 2e, donc ils vont pomper énormément d'énergie début février. Enfin, en terminant premier, on peut se prendre un gros. Oui, bien sûr, mais tu as plus de chances de prendre un gros, surtout cette année. C'est pas comme par rapport à l'an dernier. Pour ces choses-là, et surtout sur ce que disait Loïc, c'est que dans le jeu et dans les certitudes, le Barça aujourd'hui est beaucoup plus rassurant que le Real, parce qu'on nous explique. Le Barça n'est pas encore complet. On sait qu'il manque Dembélé. Exactement, parce qu'on nous explique que j'entends beaucoup d'observateurs nous expliquer que le Real a le meilleur effectif, a un effectif Tu me meilleur. les présenteras alors. Ah non, mais c'est ce que j'ai entendu depuis le début de saison, qu'il fallait pas se faire de soucis, que le Real allait remonter, que la Liga était tellement compétitive que le Barça allait perdre des points. Aujourd'hui, ils en perdent pas. Donc tous ces facteurs-là me font penser que le Real, pour la Liga, ça va être très très compliqué. 10 points après 13 journées, c'est quand même conséquent. Mentalement, ce soir, il y avait vraiment c'était vraiment l'occasion de frapper un gros coup en gagnant contre le rival annoncé, en montrant au Barça qu'ils peuvent gagner des gros matchs, ce qui n'était pas le cas depuis le début de saison. Ils ont fait 2 partout contre Valence à la maison, et surtout d'envoyer un signe clair avant le Classico. Là, ça n'a pas été fait. Alors j'ai envie de vous poser la question, même si on l'a déjà posée 3 fois en 2 semaines de présence sur la chaîne Le Club des 5. Je vous rappelle d'ailleurs, allez mettre des pouces bleus, devenez un de nos socios, Tu abonnez-vous. veux voir le pouce, comment tu le fais? Comme ça? Ah, c'est pas mal. Bah, c'est un pouce quoi, tu Voilà. le fais comment toi? Non, parce que je sais pas, il était un peu mais toi, tu le sors, hésitant. C'est un geste technique qui se Ouais, maîtrise. Exactement, c'est ça. Tu- Non, mais je ne Faut comprends le pas. travailler à l'entraînement. Zidane est-il en danger? Transition parfaite. Zidane est-il vraiment en danger aujourd'hui? Bah, Est-ce que vraiment aujourd'hui, à 10 points, à se dire que le mi-novembre, il a 10 points de retard sur le Barça, est-ce que quand on connaît la politique de Florentino Pérez, aussi protégé qu'il soit à l'intérieur de l'institution madrilène, est-ce que la place de Zidane, elle est sûre aujourd'hui? c'est une question compliquée, Sam. Je pense que Zidane a. Je pense qu'il y a- Parce il y a- qu'admettons, il y a pour que rester dans Perez vos qui peut argumentations, répondre. Il y a que- admettons que le Real perde le Classico, ça ferait 13 points de retard, même si d'ici là, ils se suivent toujours, ça fait 13 points de retard le 24 décembre au matin. Non, mais Est-ce que c'est possible de garder un entraîneur à 14 points Bien de sûr que retard c'est possible. Beaucoup de gens nous avaient expliqué que le Bayern n'allait jamais virer Ancelotti après un mois et demi. Il a été viré. Sur Benitez, c'était la même chose. Maintenant, je pense que la relation que Pérez a avec Zidane n'est pas la même qu'avec les entraîneurs précédents, notamment avec Mourinho et Benitez, et qu'il a un crédit Pas illimité, mais. il a un Pas crédit, limité, mais il a un il sort crédit, quand même de 2 victoires voilà, avec des il a champions. un crédit monstrueux. Il a remis. Ouais, mais est-ce que le Real peut se permettre ça, non, Loïc, de non, dire non. on a 2 victoires en Ligue des Champions, donc on laisse passer une année? Je pense Après, pas il faut que voir ce soit- aussi dans la tête de Florentino Pérez, est-ce que le championnat est encore un objectif? Voilà, tout simplement. Parce que si on est réaliste aujourd'hui, on peut pas penser que pour le Real, le championnat est un objectif. Aussi grand le Real soit-il,
On vient de le dire là, je pense que c'est quasiment mort pour le championnat Non, cette mais année. Loïc, moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, le Real, c'est pas Dortmund, c'est pas Chelsea. Non, on est d'accord, au niveau de non, l'institution, c'est quelque chose. Qu'aujourd'hui, moi, ça me dérange pas que le Real ne gagne pas le titre cette saison. Mais il y a des façons de le perdre. On est d'accord. 10 points après 13 journées, c'est quand même catastrophique. C'est pas digne d'un club de ce standing-là. Donc, alors oui, moi, je pense que Zidane, sa place est fragilisée en fin de saison et qu'il va falloir un cycle de 2 ans et demi, c'est assez conséquent. Et on sait que voilà, le Real Madrid, tu n'as pas le temps pour imposer, pour subir une saison mitigée. Parce que sincèrement, s'il n'y a pas victoire au bout de Ligue des Champions et s'il n'y a pas de titre avec un écart énorme, surtout qu'encore une fois, Zidane a décidé, lui, de ne pas faire, de faire des recrues. Parce que le problème des recrues au Real, c'est qu'encore une fois, on a des recrues qui ont un écart abyssal avec les titulaires. C'est-à-dire qu'on l'expliquait. Il n'y a pas de recrues aujourd'hui. Non, mais si, les recrues, c'est Balios qui vient du Betis Séville. Mais qui joue pas. Bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer, Sam. C'est que malheureusement, entre un Ceballos et un Modric, entre un Llorente qui était à Alaves l'an dernier et un Casemiro, il y a un écart énorme. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là ont un crédit au niveau de Zidane parce qu'ils ont gagné deux Ligues des Champions. Sauf qu'aujourd'hui, l'émulation que Zidane a fait sur la fin de saison, elle est plus réelle parce qu'il y a un souci de résultat. C'est-à-dire que l'an dernier, il a essayé dans des matchs contre Deportivo La Corogne, contre Gijón, de faire vraiment un turnover. Mais aujourd'hui, il ne peut plus se le permettre à cause de 10 points de retard avec le Barça. On me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce débat. J'aimerais juste dire un mot. Alors sur l'Atlético, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine. On n'a pas grand-chose à dire de plus. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le match d'Antoine Griezmann. On voit la compo de l'Atlético. Antoine Griezmann, encore une fois, associé à Correa devant, qui avait un match compliqué à faire, mais comme toujours dans les Atlético Real. Et on l'a encore une fois senti vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire. Même si peut-être il y a une petite éclaircie. Je l'ai quand même trouvé plus actif. Je l'ai quand même trouvé un petit peu plus actif. On est loin quand même du Griezmann, leader d'attaque de l'Atlético. Sur ça, on est d'accord, mais je l'ai quand même trouvé plus actif que sur ses précédentes prestations. Voilà, c'est peut-être la coupe de cheveux qui a changé. Ouais, non, peut-être, je sais pas. C'est pas le genre de question qui m'intéresse. Mais non, je l'ai trouvé un petit peu plus actif, plus inspiré dans ses appels. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'on est loin du Griezmann qu'on a pu être habitué à voir. Ça reste encourageant. Après, oui, quand on a Antoine Griezmann, on ne doit pas parler d'être encourageant, on doit être efficace très rapidement. Et c'est clair qu'on attend plus. Mais voilà. C'est pas ça le souci de l'Atlético sur un match comme ça, Walid, aussi, de ne pas avoir un mec capable de claquer au moment où il le faut? Sincèrement, pourquoi Griezmann aujourd'hui n'est pas au niveau de l'an dernier ou d'il y a 2 ans? Quand on voit la compo, aujourd'hui, Simeone, il a mis un bloc. Si c'était Galtier ou si c'était un autre entraîneur français, on aurait crié au désastre, à la catastrophe. Mais là, il met Lucas Hernandez à la place de Filipe Luis, qui est un contre-attaquant, qui est un joueur qui peut faire des différences sur son côté. Il remet un milieu de terrain avec Gabi et Thomas qui ont exactement à peu près le même profil. Et il remet ces 2 milieux travailleurs qui ne sont pas des ailiers, Saúl et Coquet. On revoit un athlète. Il a moins de choix en ce moment aussi avec Carrasco qui n'est pas là. Oui, mais Carrasco est rentré. C'est vrai qu'il revient de blessure. Mais il y avait quand même d'autres choses à faire. Et surtout, Griezmann, il court dans le vide pendant tout le match. Pourquoi? Parce qu'il a tellement d'efforts à faire sur le pressing pour récupérer le ballon, il perd en lucidité. Et on sait qu'il est pas aidé par Correa qui a un profil de joueur de poche, alors que Griezmann s'est révélé, en tout cas avec l'Atlético Madrid, avec toujours un point d'appui. Et encore une fois, le signe que lui envoie que lui envoie Simeone à la fin du match, en le sortant à la 72e à la place de Torres, c'est quand même un signal fort. Je trouve que Griezmann, la relation entre Griezmann et Simeone, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intersaison avec son transfert avorté au Manchester United, etc. Et il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on retrouve pas le Griezmann qu'on adore, parce que sincèrement à la trêve on l'a vu avec l'équipe de France, avec des joueurs qui se projettent très vite vers l'avant, il sait le faire ça, mais avec l'Atlético Madrid, avec cet Atlético Madrid et cette compo, c'est impossible. Merci Walid. Juste un petit mot quand même, le Barça a gagné également cet après-midi 3-0 contre Leganés à Leganés, ce qui fait que le Barça donc, a 10 points d'avance aujourd'hui sur le Real Madrid en tête de la Liga. Il n'y a que Valence qui suit, Valence qui joue demain, c'est ce que je me disais bien, contre Malaga si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Donc là je dis peut-être une bêtise. Non mais le Barça qui joue cette semaine en revanche contre la Juve, très beau match qu'on décryptera bien sûr dans le Club des 5. C'est mardi soir si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis encore une, mais c'est comme ça, c'est jamais 200%.
1903. T'es en freestyle. Allez, on va partir en Italie. Voilà, le beau décor a été mis par notre rédacteur en chef, Faris Hachem, et le réalisateur du soir, Zachary Gauthier, le meilleur d'après ses dires. Alors on me dit que non, il joue l'Espagnol Barcelone, Valence. Voilà, Donc je corrige ma petite erreur. On part donc en Italie, la Serie A, c'était la 12e journée. Ce soir, ça vient de se terminer. Ça s'est terminé il y a un petit moment maintenant. Le Napoli recevait l'AC Milan, victoire 2-0 des Napolitains, 2-1 pardon, des Napolitains sur leur terrain, ouverture du score d'Insigne. Zielinski a doublé la marque pour les Napolitains. Romagnoli a réduit le score en fin de match. Naples confirme encore ce soir, messieurs, sa très belle saison. Et on a découvert un nouveau Naples, j'ai envie de dire, ce soir, c'est-à-dire un Naples toujours aussi impressionnant, impactant, mais dans la gestion. Parce que ce soir, les Napolitains n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ils ont eu le ballon quand même. Ils ont eu la possession inférieure pour 55%. Moi, en deuxième mi-temps, c'est la deuxième mi-temps qui fait la différence. On a vu un Naples, en plus, avec la Ligue des Champions dans 3 jours, un Naples en gestion. C'est intéressant de voir ça aussi, Walid, de leur côté. C'est vrai, on a souvent critiqué, et notamment hier avec Loïc et Flavien, sur la faculté de Naples à n'avoir qu'un plan A. On voit la compo d'ailleurs des Napolitains ce soir. À n'avoir qu'un plan A, à savoir jouer très très bien au ballon, mais que dès qu'ils avaient en face une équipe avec une grosse densité physique, c'était beaucoup plus compliqué de jouer autrement. Là, on a vu, c'est vrai, un Naples à deux phases, avec une première mi-temps où ça jouait très très vite vers l'avant, où ils ont essayé de trouver la faille dans le coffre milanais, ce qu'ils ont réussi à faire sur un but, pour parler du match, qui a été accordé après l'usage de l'arbitrage vidéo. De l'arbitrage vidéo, avec un hors-jeu qui a d'abord assez particulier, ce type de fonctionnement. Qui a d'abord été refusé, puis remis, puis validé sur un très beau but d'Insigne. Voilà, on a vu un milieu de terrain, Amsic et Alan notamment, très présent, essayer de jouer entre les lignes avec la vitesse de Mertens. Et en deuxième période, c'est vrai qu'ils ont laissé le ballon aux Milanais, parce qu'encore une fois, c'est le néant en face. On va en parler justement de Milan dans quelques instants. Et qui, je pense que Sarri savait qu'en deuxième mi-temps, il allait avoir 2 ou 3 opportunités de faire le break en contre, et c'est ce qui a été, ça a été le cas avec sur un très beau mouvement de Mertens et Zielinski. Donc oui, c'est vrai que Naples nous a montré des choses très encourageantes, et aujourd'hui, il se place vraiment en tant que favori pour le Scudetto. Tu es assez d'accord sur cette analyse du match, Loïc ? Ouais, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Après, je voudrais insister quand même sur le niveau du Milan AC qui a été abyssal ce soir, encore une fois. C'est-à-dire sur ce qu'on a vu par rapport à la seconde période, Naples aurait pu on aurait pu jouer 2 secondes périodes que le Milan AC n'aurait pas égalisé, je pense. Voilà, bon, ils marquent leur but en fin de match. Mais c'est là où ils sont intéressants, Naples, Loïc. Non, mais oui, voilà, il y a une. Que peu importe l'adversaire en face, et même avec les faiblesses que l'adversaire peut avoir, on a quand même l'impression. Moi, je voudrais revenir sur le travail de Sarri, qui commence à être là depuis un petit bout de temps, qui a mis en place cette équipe. Est-ce que ça devient sérieux aujourd'hui pour Sarri, pour Naples ? Est-ce que Naples, encore une fois ce soir, a montré que c'était un vrai candidat au Scudetto, peut-être même le favori de cette saison, Loïc ? Le favori, c'est difficile à dire. Candidat, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que Naples est un candidat. Oui, mais candidat, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec la Juve, souvent des candidats. Aussi sérieux, c'est des candidats comme cheminade au présidentiel, quoi. C'est pour faire joli, quoi. Non. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Cette année, puisque tu fais un parallèle présidentiel, voilà, cette année, Naples, c'est Macron, c'est ça. C'est Marine Le Pen. Ah. Non mais ça, faut l'isoler. Ça, tout de suite, sortez-le sur les réseaux. Tu vas te faire tuer par les supporters napolitains. C'est Marine Le Pen dans le sens où... C'est l'outsider, voilà. Voilà, c'est l'outsider principal. Ok. Aucun rapport avec quelconque idée ou... Qu'on évite tout souci. Non, mais ce qui est c'est pas bleu marine, Naples. Oui, d'ailleurs. Non, mais là où c'est intéressant, c'est que ce soir, c'est vrai qu'ils font pas un grand match. Est-ce qu'ils se préservent par rapport... dans la gestion. Est-ce qu'ils se préservent par rapport à... Parce que par exemple, moi, Insigne, c'est un joueur que j'adore, et je trouve qu'aujourd'hui, il fait pas un grand match. Il a eu énormément de mal à combiner avec Rui, qui remplace Goulam, parce que Goulam est blessé. Beaucoup de mauvais choix. Ouais, beaucoup de mauvais choix. Il a eu tendance à souvent faire les mêmes choix, un petit peu, à insister pour rentrer, alors qu'il y avait moyen de dédoubler. Souvent, j'ai vu Mertens, à part sur l'action de classe et la passe, l'ouverture extraordinaire qu'il donne à Zielinski en deuxième période, je l'ai trouvé très, très étouffé dans cette défense à 3.
du Milan AC. C'est vrai qu'ils font pas un grand match, mais pour reprendre ta question, est-ce que c'est un candidat crédible, est-ce que c'est le favori? C'est pas dans ces matchs-là qu'on va le voir. C'est dans les matchs à confrontation directe face à la Juventus. Ce qui a tout le temps pêché, c'est les Napolitains, c'est souvent ça. Et aussi l'irrégularité face face aux petites équipes. Ça, cette année, ils l'ont. À part le petit faux pas face au Chievo Vérone la semaine dernière, mais vraiment la double confrontation contre la Juve, et notamment celle au Juventus Stadium. Si Naples fait un gros résultat là-bas, je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher le titre. Alors, tu parlais de Naples qui était très irrégulier face aux petites équipes, peut-être même voire face aux grosses. Non, par rapport aux années précédentes. Là, cette année, c'est beaucoup mieux. Milan, eux, ils sont très réguliers face à toutes les équipes de Serie A, toutes les grosses équipes de Serie A. Ils ont confirmé ce qu'on disait hier. Voilà, la passe de 6, ils ont perdu contre les... Moi, j'ai envie de vous poser une question sur le Milan. Est-ce que c'est pas une escroquerie finalement ce projet, mais pas dans la construction, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut peut-être laisser un peu de temps, mais je veux dire dans tous les joueurs qu'on voit aujourd'hui, dans cet effectif qui a été survendu cet été, surmonté, acheter autant de joueurs et essayer de les faire jouer ensemble, est-ce que c'est pas la plus grosse connerie du siècle pour construire un club? On se répète beaucoup à chaque fois, ça fait peut-être 3 fois qu'on a le débat là, Walid, à chaque fois qu'on est avec toi. On revient toujours sur le même argument. Si je vous ennuie, dites-le, je m'en vais. J'avoue qu'il est 23h30 de samedi. Là, Ce soir, je t'avoue que non, tu me gênes. Non, pour revenir sur le débat, on en revient tout le temps à la même conclusion, c'est le manque de cadre. Ouais. C'est le manque de cadre, de top players dans cette équipe. Et voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Sur le match de ce soir, restons sur le match de ce soir, mais c'est d'une pauvreté, surtout en première mi-temps. Offensivement, alors le 3-5-2 de Montella, moi sincèrement j'en parle avec tristesse parce que ça aussi c'est un argument sur lequel on revient tout le temps. Parce que je ne comprends pas comment, encore une fois, j'en ai vu énormément des matchs du Milan depuis le début de saison, et on le disait hier en preview de ce gros rendez-vous. Il fait ce 3-5-2 pour 2 raisons. La première, c'est que Bonucci veut jouer dans ces systèmes-là, et la deuxième, c'est qu'il veut associer les 2 gros attaquants qu'ils ont achetés, Kalinic et André Silva. Et ce soir, encore une fois, il nous démontre que c'est Souzo qui joue à sa place. Et il fait rentrer derrière André Silva en deuxième période. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a aucune complémentarité entre les deux. Quand on voit, on regardait la compo tout à l'heure, quand on voit Bonaventura, piston droit, quand on voit Borini qui joue à Sunderland l'an dernier, piston gauche, tu parlais d'escroquerie. Oui, je me sens escroqué. Non, mais bien sûr. Mais à un moment donné, il a beaucoup le crédit de c'est un projet nouveau, mais est-ce que c'est pas lui aussi qui fait un peu n'importe quoi? Non, mais on parle des autres entraîneurs qui étaient là avant lui, que ce soit Miljalovic, que ce soit Clarence Seedorf, que ce soit Simone Inzaghi. Tous ces entraîneurs-là, on les a parachutés dans un projet qui était proche du néant, avec des Mbanyang, avec des Bakay Traoré, avec des Adil Rami, des Philippe Mexes. On leur a pas donné la chance que Montella a. Et surtout, quand on voit la compo de ce soir, on revient sur du Locatelli, sur du Monteolivo, alors qu'on avait vu des choses pas mal quand même pendant le derby. Je trouve que on est dans une phase de laboratoire, on est à la 13e journée. Il faut rappeler que le Milan AC, Sam, ils ont commencé leur saison début juillet avec un premier tour d'Europa League. Avoir ce résultat-là et surtout ces 6 défaites contre les 6 premiers du championnat, c'est pour moi sincèrement le crédit que donnent les dirigeants milanais à Montella, il est quand même énorme, parce que quand on voit qu'Ancelotti est encore sur le marché et que c'est un entraîneur qui a marqué l'histoire du club, moi je ferai tout que ça soit l'Italie, la sélection italienne ou le Milan AC, je ferai tout pour ramener ce coach-là. Il y a des questions de moyens. Le patriotisme italien, il viendra plus de la tête de la squadra. Après, il y a des questions de moyens qui se posent aussi par rapport à ça. Il faut rappeler que le Milan est endetté par rapport à tous ses emprunts, par rapport à tous les transferts. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui? Oui, ça, je suis pas sûr que ça. Ça impacte pas la composition de ce soir. Non, sur ça, je suis d'accord, mais parce que tu parlais d'Ancelotti. Peut-être qu'il y a du chantage, des gens à qui je fais un rappel par rapport à ça, par rapport à Ancelotti. Mais après, je suis d'accord avec toi sur Montella. Il a beaucoup de crédit, et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans des grands clubs comme le Milan AC. Et aujourd'hui, c'est pas normal. Le Milan AC n'agit plus comme un grand club. Surtout qu'avec moins de moyens, on les a vus un peu tous sauter. J'ai le souvenir, il y a 1 an et demi au Milan, où si je dis pas de bêtises, entre Seedorf et Inzaghi, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait que 4, 5, 6 mois chacun. Oui, ça veut dire que finalement, il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de crédit. Et aujourd'hui, c'est vrai que Montella... Non, mais encore une fois, c'est qu'ils s'entêtent dans des choix qui ne marchent pas et qui ne fonctionnent pas. On peut pas nous expliquer aujourd'hui... Il n'y a pas de remise en question. Non, mais on est en décembre, les matchs se ressemblent. C'est-à-dire que les matchs se ressemblent. Non.
excuse-moi, on est en Non, novembre. peut-être que tu as envie d'être à Noël. On est fin novembre, on est mi-novembre. On est mi-novembre, excuse-moi. Arrête avec le calendrier. J'ai du mal à... Concentre-toi sur les journées de championnat. J'ai du mal à me situer, mais sincèrement, on sait que Souzo, par exemple, est un joueur de côté et qui s'est révélé comme ça. On en parlait encore une fois hier, je vais pas me répéter, mais Souzo en effet demi, ça ne marche pas. Il a un problème, et c'est comme Çalhanoğlu aussi quand il a été essayé à ce poste-là, c'est qu'ils ont une irrégularité dans la performance et dans la durée d'un match. Et quand on les met vraiment au centre du jeu et dans les 25 derniers mètres, ils ont un problème. Et ils sont meilleurs sur les côtés parce qu'ils peuvent percuter, ils peuvent dédoubler avec leur latéral, ils peuvent frapper mauvais pied. Et sans Souzo dans cette position-là, il est mauvais. Pourquoi lui donner les clés et pourquoi continuer ? Pourquoi garder cette défense à 3 alors que Bonucci est mauvais depuis le début de saison ? Et que Romagnoli et Musacchio, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que Montella fasse des choix forts et qu'il revienne à ce 4-4-2 qui avait tant marché l'an dernier. C'est un vrai coup de gueule de Walid, mais on va se permettre de conclure avec ça la page Roma, Napoli, Milan AC. Décidément, je n'y arrive pas ce soir avec nos voisins italiens. On va parler de la Roma, on va en parler tout de suite. On va parler donc de ce derby de la capitale et le 147e du nom. C'était cet après-midi au Stadio Olimpico de Rome. C'était la Lazio qui recevait officiellement. C'était la Roma, pardon, qui recevait officiellement. Et c'est justement eux qui ont gagné 2-0. L'ouverture du score de Perotti sur penalty. 2-1, non ? 2-1, oui, j'ai dit quoi ? 2-0 2-0. J'ai un problème avec les 2-0 ce soir. Moi, j'ai un problème avec le calendrier, toi, tu as un problème avec les résultats. Pour moi, tous les matchs ont fini 2-0. Il y a un bug standard sur les trucs. Donc 2-1, bien sûr, effectivement. L'ouverture du score de Perotti sur penalty, suivi quelques instants, 1 minute, 2 minutes plus tard, d'une frappe superbe de Nainggolan qui a permis donc à la Roma de passer devant. En fin de match, c'est bien sûr Ciro Immobile qui a marqué son 15e but de la saison déjà et a réduit la marque. Pas suffisant pour la Lazio qui s'incline. Petite déception sur ce match quand même, on attendait peut-être la Lazio un peu plus titiller la Roma, faire un peu plus jeu égal. On les a vus finalement les Romains, enfin la Louve a pris vraiment le match tout de suite pour elle. Ouais voilà, c'est ça, j'ai surtout trouvé que la Roma a vraiment haussé son niveau, a joué à un niveau très très bon. Je remets pas tant en cause le niveau de la Lazio, même s'ils ont quasiment pas eu le ballon ce soir. J'ai adoré le côté gauche, là on a la compo sous les yeux, j'ai adoré le côté gauche avec Kolarov et Perotti, qui a été très très actif, qui a posé pas mal de problèmes, même si derrière le latéral de la Lazio... Bastos, voilà, je le trouve intéressant aussi. Défenseur central, mais oui. Ouais, mais il joue dans la défense à 3. Dans une défense à 3, donc... latéral stopper. On va pas voilà, il a fait ce qu'il a pu un petit peu pour les contenir, mais voilà, j'ai adoré l'activité du côté gauche ce soir de la Roma qui a posé pas mal de problèmes. Dzeko, encore une fois, je le disais hier, je clamais l'amour que j'avais pour ce joueur. Il a pas mal dérangé, il a mis souvent en danger la Lazio avec pas mal d'occasions. Voilà, donc j'ai trouvé, parlant du milieu de terrain aussi, avec De Rossi, Strootman et Nainggolan qui ont complètement contrôlé ce match. Strootman fait du bien, messieurs, son retour fait vraiment du bien. Ça commence à faire... Oui, mais la période de 1 an et demi, 2 ans sans lui, ça correspond aussi à cette période un peu de vide. Moi, aujourd'hui, je mettrais plus le focus sur Nainggolan plutôt que Strootman sur le match qu'il fait. Sincèrement, moi, je comprends pas comment ce joueur est encore à la Roma. Alors, je respecte la Roma et ils jouent cette année la Ligue des Champions. Ils veulent jouer le titre. Ils ont des ambitions, mais ce joueur-là, sincèrement, que ce soit le match contre le Milan AC, la deuxième période qu'il fait, le match contre Chelsea à la maison, et celui-là, il montre vraiment que c'est le leader de cette équipe. C'est un joueur monstrueux. On parle d'N'Golo Kanté qui est dans un autre registre, mais lui, c'est un abatteur, c'est un ratisseur, c'est un joueur qui sait tout faire, qui a une frappe extraordinaire. Il nous le montre tous les week-ends, et c'est vraiment le lien entre ce milieu de terrain et cette attaque-là. Il peut jouer partout. Rappelez-vous, l'an dernier, sous Spalletti, il jouait dans une attaque à 3 avec Salah, Dzeko et lui qui était libéré de toute tâche défensive. C'est impressionnant. Et encore une fois, la différence avec la Roma de Di Francesco et celle de Spalletti, c'est les latéraux. Tu entends parler, Kolarov et Florenzi. Tous les ballons et toutes les situations chaudes viennent des deux côtés. Et quand tu as des joueurs comme Perotti et El Shaarawy qui rentrent énormément, qui sont dans la surface de réparation, présents face à une équipe qui joue à 3 derrière, c'est tout de suite compliqué. On les a vus, Bastos, De Vrij étaient constamment sollicités. Et à un moment donné, tu fais des erreurs et ils l'ont payé cash avec le penalty, même s'il est un peu sévère.
tu sens que Bastos, alors qu'il fait un bon début de saison, est perturbé par ses mouvements, par ses jeux en triangle, et ça a payé. Il faut féliciter Di Francesco qui vraiment fait un boulot énorme sur ce victoire début de suite quand sur ce même début pour de la saison. Roma. Est-ce que avant de parler un peu de l'adversaire, la Lazio, mais est-ce que la Roma, c'est pas aussi un candidat sérieux cette année, peut-être pas au titre, mais en tout cas aux 2 premières places? Ouais, bah, aujourd'hui, ils montrent. Ils ont perdu pour l'instant, leur seule défaite, Bah, c'est contre ouais, Napoli. Oui, donc aujourd'hui, ils montrent. Je pense qu'ils sont dans un deuxième chapeau. Je pense qu'ils sont dans un deuxième chapeau, mais ils en haut montrent. du deuxième chapeau. Oui, alors. oui, c'est-à-dire que je pense que la Juve, il va y avoir une course à 2 vitesses entre la Juve et le Napoli. Et derrière la Roma, tout va dépendre notamment de leur parcours en Ligue des Champions, parce qu'ils vont aller en 8e normalement, sauf cataclysme. Donc oui, je pense qu'en tout cas, ils ont les armes pour jouer le titre. Pas le gagner, mais le jouer. T'es d'accord avec ça, Loïc? Ouais, enfin, je sais pas, tu parles de chapeau 2. Par définition, si on parle de chapeau de fin, voilà. Aujourd'hui, il y a 2 équipes qui sont devant, c'est Naples et la Juventus. Je les mettrai pas. Ils ont un match en moins. Ils ont un match en moins, mais je les mets. Contre la Samp. Je sais pas si je les mettrai au niveau de. Ouais, la Samp, ça va être difficile d'ailleurs. Voilà, Mais voilà, je les mettrai. Je sais pas si je les mettrai au niveau de Naples et de la Juventus. Je vais attendre un petit peu encore pour me faire un avis définitif là-dessus. Mais je les mets, voilà, comme tu dis, un cran en dessous. Et donc, non, j'en fais pas des concurrents directs au titre, des outsiders, pourquoi pas. Voilà, une équipe qui pourra gratter un petit peu en fin de saison, on ne sait jamais. Mais j'en fais pas un candidat officiel au titre, si on peut dire ça comme ça. Alors eux, ils auraient pu enchaîner leur 10e victoire de rang, toute compétition confondue. C'est raté. C'est la Lazio, vous vous en doutez. On voit la composition d'équipe alignée aujourd'hui par la Lazio. C'est vrai que le match, on l'a dit, a été compliqué pour eux. Est-ce qu'ils ont été surpris par cette Roma, ou il y a encore j'ai envie de dire, ce manque d'expérience de cette équipe, des gros matchs, si on peut le dire comme ça, en tout cas des derbys, des ambiances particulières. Non, il y a des joueurs qui ont déjà joué des gros matchs dans cet effectif-là. Non, quand je dis gros matchs, c'est vraiment des derbys, cette ambiance. Il y a des mecs qui ont du coffre. On parle de Lucas Leiva, par exemple, a fait pas mal d'années à Liverpool. Il a connu des gros Liverpool-Manchester, par exemple, ou des Liverpool-Everton. Il y a Immobilier qui a fait une pige à Dortmund, qui a joué au Torino aussi. Donc voilà, on a des joueurs quand même qui ont du coffre dans cet effectif-là. Je pense pas que ce soit un souci par rapport à l'expérience des gros matchs. Je les ai trouvés très nerveux par contre. Je les ai trouvés très nerveux. Tu parlais du fait qu'ils auraient pu être surpris par la Roma. J'ai un petit peu cette impression-là. J'ai vu Lulic Surpris par la Roma ou par le stade, l'accueil de toute la... Non, vraiment, je pense que c'est vraiment par le niveau de la Roma. Le stade, ils le connaissent. Hein. Ouais. Oui, le stade, ils le connaissent. Ils mais jouent bon, tous les Non, ouais. Oui, enfin, les supporters romains un peu moins. Hein, c'est pas eux qui viennent. Oui, bien sûr. Non, Non, moi, je pense que sincèrement, encore une fois, pour parler du match et l'analyser sur la durée des 90 minutes, il y a eu une première mi-temps où la Lazio de Rome, pardon, a essayé de tenir. On sait que c'est 2 philosophies complètement différentes, avec la Roma qui essaye de jouer au ballon et la Lazio de Rome qui est une équipe en transition avec un bloc bas et des joueurs qui peuvent se projeter très très vite vers l'avant, notamment Savic et Parolo et les 2 pistons sur les côtés. Moi, j'ai trouvé une première mi-temps assez satisfaisante où ils ont bien su bloquer la Louve, et derrière le penalty leur fait énormément de mal. Et surtout qu'il y a le but de Nainggolan qui arrive derrière. Ils ont eu un temps faible qui leur a été fatal. Mais globalement, j'ai pas été déçu de la Lazio. Tu parlais des gros matchs. Ils ont quand même été s'imposer à la Juve il y a un mois. Ils ont battu le Milan aussi. Où ils perdaient 1-0. Ils ont réussi à retourner la situation. Ce qui est pas simple quand tu vas jouer là-bas à la Juve. Voilà, on voit que Immobilier répond encore présent, même si c'est sur penalty. J'ai trouvé qu'il avait une activité monstrueuse. Et voilà, il y a la stat qui s'affiche, 37 buts, 37 buts en championnat. Il met encore un but important. Il a aussi 6 passes décisives rien que sur le début de saison. Exactement, mais je trouve que voilà, ils ont mis l'intensité nécessaire. C'est vrai que je les ai trouvés un peu nerveux en deuxième mi-temps. Ils ont perdu le fil, mais il va falloir quand même que Simone Inzaghi retienne le positif et en tire les non, il n'y a pas d'alarme à tirer. Ouais, il n'y a pas d'alarme à tirer du tout pour la Lazio. Mais je nuancerais un petit peu ce que tu disais par rapport à la première mi-temps. Tu les as trouvés satisfaisants. Moi, justement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques failles. Je les ai déjà trouvés plus solides défensivement quand même, même si c'était un adversaire. Oui, je pense au match contre la Juve justement. Même si c'était un adversaire très solide ce soir, j'ai quand même trouvé quelques failles. Il y a eu pas mal d'occasions avant le penalty sur lesquelles la Roma aurait pu marquer.
Donc, Ils ont toujours eu des temps faibles. La Lazio, c'est une équipe qui aime subir. Non, qui aime subir, d'accord. Mais, Non, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de sérénité par rapport à ce qu'ils peuvent avoir d'habitude. Je les ai trouvés moins sereins que d'habitude. Bien sûr, mais si on regarde un peu en détail les matchs qu'ils ont fait depuis le début de saison, ils prennent souvent, ils ont souvent des temps faibles où ils prennent des buts, notamment même s'il y a eu un contexte particulier avec les 2 blessures de De Vrij et Bastos contre le Napoli, où ils gagnent 1-0 en première mi-temps et derrière ils en prennent 4 en deuxième période. Il y a eu un match contre Sassuolo aussi il y a un mois où ils sont menés très rapidement dans le match et derrière ils gagnent 5-1. Il y a souvent il va falloir l'axe de progression pour cette équipe-là, c'est vraiment gérer ses temps faibles et accentuer ses temps forts. Mais encore une fois, sur ce que propose Simone Inzaghi avec les joueurs qu'ils ont, à part Immobilier ou Milinkovic-Savic qui pour moi ou De Vrij derrière, qui sont pour moi des joueurs qui peuvent atteindre le niveau de ce qui est la Juve ou le Napoli ou même la Roma sur ce que fait Nainggolan, Manolas ou Dzeko, mais avec les moyens qu'il a, c'est quand même exceptionnel. Et aujourd'hui, moi je prends en compte le fait qu'ils ont fait une bonne première mi-temps et que ils vont jouer, ils sont quand même à 12 points du Milan AC. C'est quand même extraordinaire. Si on nous avait expliqué ça avec le recrutement que le Milan avait fait, ils auront mis 4-1, ils ont mis 4-1 en septembre. Je ne vais pas m'immiscer parce que j'ai des problèmes de calendrier. Je ne sais pas si c'est septembre, mais il y a un mois et demi. C'est quand même impressionnant ce qu'ils font, la Lazio. Il faut retenir du positif. On va fermer cette page italienne sur cette belle note positive et encourageante pour nos amis romains. On me dit souvent que je suis tout le temps négatif. Là, je veux retenir le positif. Qui te dit ça? Souvent, on me dit que je taille trop les équipes. Mais qui? Mais donne des noms. J'ai des messages sur les réseaux sociaux. Ah, t'as des messages sur les réseaux, Pouloulou. Allez, on passe à la Ligue 1, s'il vous plaît. On passe à la Ligue 1. On va parler donc aujourd'hui, c'était la 13e journée de notre championnat de France avec, si je dis pas de bêtises, 6 matchs qui se sont disputés aujourd'hui, 5 matchs, pardon, et notamment un à 17h qui a eu lieu au Parc des Princes avec l'affiche de l'après-midi, le PSG qui affrontait le Nantes de Claudio Ranieri. Victoire 4 buts à 1 et non pas 2-0, encore une fois, pour le PSG avec des buts, un doublé d'Edinson Cavani. Encore lui. Pardon? Encore lui? Toujours lui. Toujours El Matador. Un but également d'Angel Di Maria et Pastore. On va parler de ces deux hommes dans quelques instants. On va se concentrer sur eux. Une victoire encore aujourd'hui avec un but de Préjudice Nakoulma. Je précise pour nos amis supporters des Canaries qui nous regardent. On parle du PSG pour commencer. On avait peur. On disait qu'il fallait avoir peur de cette équipe du FC Nantes, qu'elle était dangereuse. Qui disait ça? Que Ranieri préparait quelque chose. Tu veux des noms là aussi? Ouais. C'est sur les réseaux qu'on a dit ça, tu vois. On disait que cette équipe de Nantes pouvait être dangereuse, que Ranieri pouvait préparer un piège. Finalement, encore une fois, au Parc des Princes, on a l'impression que le PSG est intouchable et s'en sort très bien et maîtrise son match, Loïc. Ouais, toujours difficile à manœuvrer. Et puis quand on voit un petit peu la compo de Ranieri, finalement, tu parlais de surprise. Ouais, on va la voir tout de suite, c'est vrai, parce que c'est bien que tu en parles, Loïc. Voilà, je te laisse un peu donner ton avis sur ce système de jeu. Alors, on n'a pas réussi à faire un bus avec les graphistes, mais on a essayé de faire ce qu'on on a du mal à mettre 6 joueurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace entre Salah et la ligne de 5. C'est seul au monde, le gars, Salah. Non, mais voilà, elle équivoque, la composition. J'ai du mal à voir comment Salah tout seul devant, même avec peut-être Lima et Dubois qui auraient pu monter. Qui sont d'ailleurs pas du tout des ailiers, qui sont des latéraux. Mais voilà, j'ai du mal à voir comment Nantes aurait pu inquiéter Paris ce soir, surtout à domicile. Tu le dis depuis le début de saison, Paris est difficile à manœuvrer à domicile. Donc non, ce soir, Nantes peut-être pas forcément inquiétant. Enfin, même pas du tout. Voilà, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la compo parle d'elle-même. Et... Voilà, moi je suis un petit peu. Ça te laisse parce que j'ai jamais été un grand partisan de Ranieri, déjà quand il était à l'Inter, même quand il était à Leicester, même si c'est pas du tout un défaut, Loïc, ne t'inquiète pas. C'est bien d'être clairvoyant. Déjà quand il était à l'Inter, voilà, j'aimais pas trop ce qu'il faisait, j'aimais pas non plus à Leicester, même si j'applaudis, on peut qu'applaudir l'exploit. Voilà, ce soir, Nantes est 5e au classement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Nantes est 5e au classement, on peut applaudir ça aussi. Mais voilà, c'est pas une philosophie qui me convient et c'est pas avec cette philosophie-là, je pense qu'on aurait pu inquiéter le Paris Saint-Germain ce soir, surtout quand on voit offensivement ce qu'ils sont capables de faire.
C'est pas une. Enfin voilà. Non, mais c'est un vrai débat, ce que tu es en train de dire, Loïc, et t'en parlais il y a quelques instants quand on parlait de Simeone et Walid. Si c'est pas Ranieri qui fait cette compo au Parc des Princes, que c'est Galtier, Antonetti ou n'importe pour moi, qui, c'est la même chose. on dit c'est dégueulasse en Ligue 1, on sait pas jouer au foot. Ranieri, alors oui, tout le monde dit c'est fabuleux. Mais ça joue comme ça à tous les matchs. Ranieri, l'avantage, c'est qu'il sait le faire. C'est-dire qu'il sait mettre ce système défensif oui, bien en sûr, place mais et qu'il a les résultats. Non, d'accord, et qu'il a les résultats qui vont derrière. Il a une carrière qui peut le prouver. Même s'il a souvent. Même si en termes de palmarès, on attend un petit peu les Sterk. Mais il a toujours été dans le bon wagon, en tout cas dans les championnats, dans les clubs. Voilà, donc parce que là, tu parlais un petit peu de Galtier, etc. C'est là où je mettrais. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, je suis d'accord. Personnellement, est-ce qu'aujourd'hui, on doit, Walid, est-ce qu'on doit dire, c'est vrai que Ranieri peut piéger le PSG parce que c'est Ranieri, en mettant des compos comme ça fait 4 ans que ça n'a pas marché en Ligue 1. Non, mais moi, je sais pas qui trouve ça fabuleux. Il faudrait me les présenter. Mais... Ah, il y en a beaucoup. Si je les fais venir dans ce studio, on rentrera plus. Ah, d'accord. Fais-les rentrer quand même. Qu'on discute parce que sincèrement. Encore une fois, moi je suis très content de la victoire de Paris pour cette raison, parce que ils ont quand même mis 30 minutes à essayer de mettre le premier, et derrière ça a déroulé, parce que tu ne peux pas, à un moment donné. On a eu le bus de Rudy Garcia en début de saison avec Monaco. Là c'était le bus de... Et celui-là il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est un bus tombé dans un ravin. Venir avec... Et moi en fait le problème c'est ça me dérange pas de le faire contre le Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui le font. Si tu regardes la première ligue avec Brighton Hove, ce qu'ils ont fait à Arsenal ou ce qu'ils ont fait contre City, en Espagne c'est la même chose, même si c'est un peu moins le cas, que ce soit Benevento. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est 5e en Ligue 1 qui fait ça. C'est ça qui me dérange. Et surtout, tu le disais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'ils le font. C'est qu'ils le font à tous les matchs, ils le font contre 3. Donc à un moment donné, c'est la philosophie de Ranieri. Et à un moment donné, c'est comme Simeone. On parlait de Simeone. Beaucoup expliquaient que oui, Simeone, il le fait qu'en demi de Ligue des Champions ou qu'en quart de Ligue des Champions, mais il le fait aussi en Liga contre le Rayo Vallecano ou contre Gijón ou Girona. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un plan A ou un plan B. Tu peux le faire comme Mourinho l'a fait à l'Inter contre le Barça, parce que tu sais que tu as plus fort que toi et qu'il n'y a que comme ça que tu peux gagner. Moi, il n'y a pas de souci. Mais cette philosophie de jeu, encore une fois, on en parle, on va en parler pendant 6 minutes alors que ça vaut même pas le coup. Parce que, non, mais sincèrement, parce que je préfère. Alors on va changer. Non, parce que je préfère retenir. Mais je préfère retenir ce qu'a fait le PSG, ce qu'a fait Pastore notamment, ce qu'a fait Di Maria. Alors Di Maria et Pastore, on va en parler, Walid. On va en parler dans 2 minutes. Moi, j'aimerais juste, c'est un petit peu en préambule de ce débat Di Maria-Pastore. Aujourd'hui, Emery a fait quand même un petit turnover. Il a fait des choix. Il n'a pas fait rentrer Kylian Mbappé. Il a fait jouer André Di Maria. Il a fait jouer Pastore. On voit la compo. Il a fait jouer Yuri. Bon, Meunier n'est pas là, donc il a laissé Alves, mais on se doute que dans un match comme ça, il y aurait pu avoir des changements. Est-ce que vous êtes satisfait de voir qu'avec du turnover, Paris montre aussi un visage séduisant? Quand on voit leur effectif, déjà, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Mais oui, évidemment, je suis content de voir le PSG capable d'avoir... Tu parles de plan B depuis tout à l'heure, en termes de composition, d'avoir des plans B. Je suis déçu de ne pas voir Lo Celso, encore une fois, plus longtemps. Ça, je pense qui est rentré à 10 minutes de la fin. Ça, je pense qu'on l'attend tous un petit peu de voir Lo Celso sur un match complet. Mais voilà, c'est bien de voir que le PSG est capable... peut toujours compter sur certains joueurs. On dit Maria, on l'avait un petit peu senti au placard en ce début de saison. Donc voilà, c'est bien de voir qu'ils sont toujours là et que le PSG est capable d'être performant avec ces joueurs-là. Non, après, Lo Celso, pour faire un petit aparté et pour ne pas froisser tous les supporters parisiens, je l'ai vu contre le Nigeria, c'était très très moyen. Donc, oui, mais attention, non, mais d'accord, mais parlons aussi des. Alors, je veux bien qu'il y ait une hype Lo Celso parce qu'il a fait de très bonnes rentrées. Non, mais là, on parle d'un match contre le Nigeria avec une équipe moyenne d'Argentine, un système chelou avec Sampaoli. Une équipe moyenne, à un moment donné, je dis que ce serait bien de le voir en Ligue 1 dans un match complet, là où on l'a vu faire de bonnes entrées. Mais je pense qu'il faut être objectif et lucide sur les prestations de Lo Celso, et je ne vois. Personne n'a dit que c'était un excellent joueur. Non, d'accord. Mais je vois que c'est difficile d'analyser ses prestations parce qu'il joue 10 minutes par match. Ce que j'aime avec cette composition-là, c'est qu'encore une fois, quand tu parles de petit turnover, c'est un petit turnover. C'est-à-dire que tu incorpores des joueurs qui sont associés à des titulaires. C'est pas une équipe comme on a vu à Dijon. C'est pas une équipe. Et c'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois que les joueurs qui sont soi-disant potentiellement sur le banc peuvent aussi apporter énormément à cette équipe, et ça répond aussi, cette composition d'équipe et surtout le match en entier et les changements répond à ceux qui pensaient que Mbappé était insortable et que Emery ne pouvait pas le mettre sur le banc. Il fait un petit teasing parce que justement j'ai envie de vous proposer un débat ce soir. Il y a 2 hommes qui ont
marqué entre guillemets ce match. C'est Javier Pastore, André Di Maria. On va voir leurs stats tout de suite à l'écran. On va commencer par André Di Maria qui fait un beau match avec un but. Il fait pas de passe décisive Di Maria. Non, justement, c'est son fameux but de passe décisive. On le voit à l'écran. Un bon match d'André Di Maria. On va voir également le match de Javier Pastore. Ces deux hommes ont eu déjà deux titularisations sur les 3 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Il y a une passe D également pour Javier Pastore. C'est des joueurs qui sont plus présents en turnover et on peut même se poser des questions sur leur place au sein du 11. On sait qu'il y a un autre duo entre guillemets qui se détache, qui est Draxler-Mbappé, qui était absent aujourd'hui. Est-ce que Di Maria et Pastore sont plus qu'une alternative, plus que des remplaçants de Kylian Mbappé et Julian Draxler? Je sais que vous n'êtes pas vraiment d'accord sur ça, Loïc et Walid. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est des joueurs qui apportent énormément. Beaucoup plus Di Maria que Pastore, parce que tu parlais des 2 titularisations, je l'avais trouvé en dedans contre Angers. Pour le coup, il avait joué en attaque. Voilà, il avait joué beaucoup plus haut et Draxler jouait dans le rôle où il jouait cet après-midi. Et je l'avais trouvé en dedans, j'avais trouvé son positionnement assez hybride. Il n'arrivait pas à trouver sa place. Mais ce soir, il fait un vrai bon match. Il donne un caviar à Cavani sur le but de l'Uruguayen. Il a vraiment réussi à prendre le jeu à son compte. Et c'est ce qu'on demande à Pastore. La seule inconnue, on la connaît, c'est ses blessures et sa régularité. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est qu'il apporte une autre palette que Draxler. C'est un joueur qui, par une passe, peut vraiment faire la différence. Et Di Maria, pour s'attarder sur Di Maria, je pense vraiment que lui, par contre, depuis le début de saison, à chaque fois qu'il est là, quelques matchs, à chaque fois qu'il est là, c'est le meilleur dans le marasme dijonnais. C'est l'un des meilleurs. Il donne 2 ou 3 ballons de but à Mbappé qui n'arrive pas qui n'arrive pas à concrétiser. Contre Nice, il fait une très belle première période. Et ce qui est intéressant avec ce PSG là, c'est que ces joueurs là, c'est qu'il y a un dézonage constamment. Et ce qu'on ne voit pas quand Mbappé est là, Neymar, que ce soit Neymar, Pastore, Di Maria peut s'incorporer au milieu de terrain, Pastore peut faire des appels derrière la défense, Neymar peut participer au jeu et jouer en 9,5 ou en numéro 10. Cavani, on sait qu'avec ses appels et sa faculté à bouger énormément sur le front de l'attaque, et je trouve que ce PSG là est beaucoup moins lisible et c'est une force. Et moi je suis fan de ces 2 joueurs et j'espère que Emery va faire vraiment ce turnover. Pour Loïc, il y a une vraie hiérarchie, c'est-à-dire que pour toi, Kylian Mbappé et Draxler restent quand même les numéros 1 à leur poste aujourd'hui et qu'il n'y a pas de débat à avoir. En parlant de Pastore tout à l'heure, tu parlais de régularité. Justement, c'est le problème que je mets un petit peu aux 2. On a vu Di Maria. C'est des joueurs, ces 2 joueurs, la Pastore et Di Maria, on les a vus faire de très bons matchs avec le PSG. Il n'y a pas de souci avec ça, surtout tu parles de Di Maria sur sa dynamique récente. Mais voilà, il y a toujours des moments où on les voit plus en dedans. Il y a les blessures de Pastore aussi. Et c'est quelque chose que je vois moi chez Draxler, par exemple. Je vois beaucoup. Draxler a été. L'arrivée de Draxler l'année dernière à Paris a fait beaucoup de bien au PSG. Il a été très régulier, il était très très bon. Voilà, c'est pour ça que moi, Draxler, j'en fais quand même. Tu parles de la deuxième partie de saison? Je suis pas d'accord, moi, sur Draxler. L'an dernier, sincèrement, il y a ces 2 premiers matchs, notamment à Rennes et contre le Bastia, où il y a le 7-0 en Coupe de France. Oui. Il y a le match aller contre le Barça. Et derrière, il y a cette cassure où j'ai trouvé, déjà, il s'est blessé un petit peu. Et j'ai trouvé qu'il s'est. Voilà, j'ai trouvé qu'il s'est. Notamment le match contre Nice, le plus gros match en deuxième partie de saison, ça reste contre Nice. Le match contre Monaco, ils font un partout, il est transparent. Et je le préfère, alors oui, je le préfère sur ce milieu de terrain à 3, en poste de numéro 10 ou milieu relayeur, plutôt que sur un côté où on sait que c'est un Folland, qu'il a énormément de mal à... Un Folland. Oui, je ne connais pas non, mais c'est un Folland, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est lent, mais il a quand même une qualité dans la passe et dans la prise de décision à aller très très rapidement, à aller très vite. Un Folland, c'est Dzeko par exemple, ou Guillaume Moirot, c'est-à-dire que c'est des joueurs qu'on pensait très pâteaux sur le terrain, mais qui quand même aller très vite dans la prise de décision. Donc je le préfère vraiment au milieu de terrain. Et l'an dernier, mais pour revenir justement l'an dernier, je trouve qu'il correspond au moment où le PSG commence à aller mieux. Son arrivée correspond au moment où le PSG commence à aller mieux. Il avait donné un nouveau souffle. Ouais. Voilà, il avait donné un nouveau souffle. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur très très intelligent. C'est ce que j'aime beaucoup chez Draxler. Et ce que tu disais un petit peu sur Pastore, certes Pastore est plus habilité à le faire, mais Draxler est aussi capable avec une passe, avec un geste, de déstabiliser la défense adverse, moins que Pastore encore une fois. Mais voilà, c'est un joueur que je trouve quand même plus complet, plus intelligent. C'est pour ça que je fais de Draxler quand même le titulaire au départ.
quant à Mbappé. Bon, Mbappé, il est. Mais alors, Di Maria, enfin, moi, parce que là, on a parlé de Draxler et de Pastore en milieu. Bah, justement, Voilà. j'allais y venir avec Mbappé. Là, Non, moi j'ai posé la question, est-ce que Di Maria ne doit pas être aussi essayé dans cette oui, position que Pastore et il peut être essayé au Draxler milieu. D'ailleurs, ont occupé parce que c'est quand son poste. d'ailleurs, quand il jouait au Real, c'est là où il était le meilleur, ça, quand il était placé son au milieu. meilleur poste de toute sa carrière. Bien sûr, quand il était placé. Surtout quand on voit qu'il y a des problèmes à Paris, là où. Comment dire au PSG actuellement, la partie d'effectifs, le secteur, voilà, le secteur où c'est le moins chargé en joueurs, c'est le milieu de terrain, justement. On parle. Où je pense que c'est un secteur qui mériterait d'être renforcé. Et Di Maria peut être une solution en milieu de terrain. Après, donc pour continuer un petit peu sur ce que je disais par rapport à Mbappé, il a eu plus de mal ces derniers temps. On l'a vu depuis le match contre Marseille et même un petit peu avant. On a vu qu'il avait beaucoup plus de mal, qu'il était moins inspiré dans ses choix. Même si voilà, avec l'équipe de France, là, je l'ai trouvé plus intéressant que ce qu'il a pu montrer dernièrement. Toujours pas encore quand même à son niveau, toujours pas au niveau qu'il a pu afficher avec Monaco. Mais voilà, là je suis moins figé sur la hiérarchie entre Mbappé et Di Maria. Plus sur Draxler, Pastore, parce que bon, Pastore c'est un joueur que j'adore, mais c'est le problème de la régularité encore une fois. Mais voilà, Draxler a un vrai coup à jouer par rapport à Mbappé. Après, je pense que Mbappé a son Di Maria, meilleur tu veux niveau. dire? T'as dit Draxler. Di Maria a un coup à jouer par rapport à Mbappé. Di Maria et Pastore. Oui, pour le Di Maria a un coup à jouer duel, par rapport à Di Maria qui est Mbappé. De toute façon, voilà, on mais verra bien. voilà, je suis pas figé par rapport à ça. Mais voilà, après, c'est sûr que je pense, si Mbappé affiche le niveau qu'il a pu afficher avec l'AS Monaco, ça va être difficile de le bouger. On verra bien déjà cette semaine qui alignera Unai Emery en Ligue des Champions. Ça nous donnera une belle indication. On va juste se voir tous les résultats de la soirée quand même en Ligue 1 avec Lille qui a battu donc Saint-Etienne hier. C'était hier. Amiens également a fait match nul contre Monaco. Ce soir, Dijon a battu 3-1. 1 partout entre Guingamp et Angers. 2-1 pour Strasbourg face à Rennes, première défaite pour Sabri Lamouchi. Il y avait une vanne très drôle sur Internet, c'était quoi Loïc déjà? C'était l'électrochoc a marché à Rennes après 4 victoires consécutives. Une bonne défaite, avec un nouvel entraîneur. Et puis le fameux match que vous avez adoré ce soir, Total Régal, Football Champagne. Toulouse-Metz. Exactement, 0-0, voilà, comme le foot qu'on aime. Deux équipes de la bonne Ligue 1. Deux équipes qu'on aimerait bien voir en Ligue 2. Allez, on passe à la première ligue tout de suite. On va parler de deux équipes qui n'ont pas du tout le niveau Ligue 2, qui sont des équipes même inférieures. Ligue de Champions. Ouais, voilà, ça fait exprès un petit peu le décor côté TFC là. Alors oui, justement, on parlait effectivement de Toulouse. C'est vrai qu'on a le petit décor violet, c'est parce que la couleur du logo Première Ligue est violet. Voilà. On dévoile tout un petit peu pour savoir comment on a décidé. Je l'avais pas encore vu celui-là. Ouais, non, mais vaut mieux. Pas comme ça. Vu la tronche du truc, vaut mieux ne pas le voir, c'est bien aussi. Première Ligue donc cet après-midi, 13h30 à l'Emirates Stadium. C'était presque la surprise de la journée. Arsenal s'est imposé sur son terrain 2 buts à 0 cette fois-ci, c'est bien bon, contre Tottenham avec des buts inscrits par Mustafi en première mi-temps sur une belle tête sur un coup franc, si je ne dis pas de bêtises, d'Alexis Sanchez et puis d'Ozil, merci Fares Hachem, et deuxième but inscrit par Alexis Sanchez, cette fois-ci sur un service de Lacazette. Alexandre Lacazette, tout à fait, qui a fait un beau match, un peu à l'image d'Arsenal. Qui a surpris son monde. Je me souviens il y a 3 jours, on avait fait un petit peu la preview de ce match sur ce plateau. Pas là, moi. T'étais pas là. Bilal Achourtani, on va lui rendre hommage, avait dit qu'Arsenal gagnerait 2-0 ou 2-1. Bon ouais, 2-1, il me semble. C'est beau ça. 2-1. Bravo Bilal, voilà, joue au loto. Mais finalement, personne ne voyait cette équipe gagner à part Bilal Achourtani. Elle a surpris son monde, Arsenal, dans un gros match en plus. On voit d'ailleurs la compo qui a été alignée par Wenger. C'est vrai qu'on a vu une équipe des Gunners mettre beaucoup de temps à rentrer dans leur match jusqu'au but de Mustafi qui leur ont fait du bien. On a vu deux équipes, notamment au milieu de terrain, avec Tsaka, Ramsey et de l'autre côté Sissoko et Dembélé se rendent coup pour coup. Et je le répète, le but de Mustafi a libéré plusieurs joueurs, notamment Ozil qui a fait une deuxième partie de match excellente. Et si vraiment
Arsène Wenger pouvait compter sur ce Ozil-là jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'Arsenal a de beaux jours devant eux, notamment en Europa League et pour aller chercher ce top 4 en Première Ligue. Mais c'est vrai qu'on a vu une belle équipe d'Arsenal avec un trio qui marche bien et qui avait été celui-là en deuxième partie. Justement, voilà, on va se voir en deuxième écran. Alors, en deuxième partie de match juste contre Walid, City. je fais une petite aparté pour nos socios. Nous, on l'avait appelé la LOS. Enfin, les LOS. Ouais. L'autre soir dans l'émission, tu es arrivé en disant que tu trouvais ça un peu péjoratif. Donc, Ouais, on la a Sol, changé ça leur sonne nom. mieux. La Sol, ça sonne mieux. Il y a un petit Bah, moi, rapport j'aime sol bien comme les Bell aussi, LOS, avec au moins. Arsenal et tout. Non, mais les LOS, c'est rigolo. On le retient, Non, quoi. mais surtout qu'en plus, il joue beaucoup. Alors, bon, Il joue beaucoup au sol. Voilà, donc c'est vrai que- C'est donc, technique, Arsenal, ça donc, je va rappelle vite, ça va. Sanchez, Ozil, Lacazette, pour ceux qui nous suivent. Et donc, avec eux, ces 3 matchs, 3 victoires, un but encaissé par match, 100% de taux de taux de victoire, et surtout 3 buts par match en moyenne. Quand on voit que sans eux, c'est 1,4. Bah, ils ont gagné 4-1 à Everton. Voilà, ils ont 5-2 à Everton. Ah oui, 5-2 à Everton, pardon. Ils ont gagné 2-1 2-1 contre Swansea. Et là, 2-0 aujourd'hui ils gagnent contre, 2-0. Mais ce qui est intéressant contre Tottenham. dans ces 3 joueurs-là, c'est qu'encore une fois, ils aiment jouer ensemble, ils aiment se trouver. Sanchez a vraiment fait une très belle rencontre. Lacazette aussi, ils ont vraiment été au rendez-vous, les 3 en même temps. Et c'est ça qui est très intéressant. Sanchez avait cette particularité, notamment en début de match, d'essayer de constamment provoquer son vis-à-vis pour le fixer et derrière changer d'aile pour Bellerin ou pour Ramsey, est-ce qui décalait le bloc des Spurs, et ça marchait énormément. Ozil, j'en ai parlé précédemment, je trouve que quand il est à ce niveau, et il est trop peu à ce niveau, c'est un joueur de très grande classe. Quand il met l'intensité qu'il faut, c'est énorme. Et Lacazette, il faut parler de Lacazette parce que... Bah ouais, c'est la semaine Lacazette un petit peu avec son activité doublé en sur le équipe front de France. Et puis ce soir, moi j'ai envie de te poser la question, Loïc, j'ai envie de la poser à toi, Walid, bien sûr. J'ai trop parlé, c'est pour ça. Pose-moi des Non, mais j'ai questions. envie de la demander à Loïc. Moi, j'ai envie de te premier. répondre. Est-ce que Lacazette, c'est pas aujourd'hui comment dire, pas le leader de cette équipe, d'Arsenal, le leader de cette attaque plutôt? Est-ce que c'est pas son match référence? Le catalyseur, j'ai envie de dire. Voilà, oui, c'est les cartes fuites, ça, bravo. Non, c'est quoi, je joue même pas. Voilà, bon, ok, ça marche. J'ai jamais réussi que moi qui suis un geek sur ce plateau, apparemment. Non, je suis plus football manager, mais bref. Non, ouais, c'est le catalyseur, je trouve. Il est très très actif sur le front de l'attaque et il fait énormément de bien, beaucoup d'appels intelligents. Ce qui est d'ailleurs un régal pour Sanchez ou Ozil. Quand on a un attaquant qui bouge autant derrière, c'est toujours un plaisir de jouer avec. Et voilà, beaucoup de complémentarité, des permutations aujourd'hui devant, ce qui a pas mal gêné la défense de Tottenham. Donc ouais, Lacazette, voilà, un rôle très important dans cette équipe. Il a su s'acclimater très rapidement. Quand il joue. Enfin, il a quand même pris la place de Giroud cette année. Donc, ouais, mais il a énormément. En fait, il a encore montré les limites et les lacunes de la composition tactique que Wenger avait proposé à City, où il avait mis Sanchez en numéro 9 et il l'a fait rentrer en début de seconde période, et derrière le niveau, le visage de... On a vu la compo tout à l'heure, on a quand même l'impression que Ozil joue un petit peu derrière Lacazette et Sanchez. Ouais, Sanchez est beaucoup plus sur le côté, Ozil est derrière Lacazette, et avec ce système-là, et notamment le positionnement de Bellerin qui était très très haut ce soir sur le terrain. C'est justement là que je pense Arsenal a fait la différence. L'un des secteurs sur lesquels a fait la différence. J'ai trouvé la compo de Tottenham qui est handicapante pour Tottenham sur les côtés. On va la voir d'ailleurs justement. Voilà, c'était dans une sorte de 3-4-3 il me semble. Ouais, voilà, une 3-4-2-1, c'est oui, ça. Où voilà, Arsenal a pas mal pris l'avantage sur les côtés avec beaucoup de dédoublements, beaucoup de changements. Tu le disais tout à l'heure, de changements d'aile avec Sanchez, avec Ozil. Voilà, ça faisait pas mal bouger le bloc. Et à partir du moment où cette ligne de milieu avec Davis, Dembélé, Sissoko et Trippier était passée, c'est du 3-3. Voilà, c'était ça. J'ai trouvé qu'ils étaient rapidement handicapés sur les côtés, que justement en plus avec les permutations de Lacazette, Sanchez et Ozil, ça posait rapidement beaucoup de problèmes à la défense de Tottenham. Et puis surtout, il y a pas mal j'aime bien parler d'actions symptomatiques. J'ai vu beaucoup de centres un petit peu fuyants, où parfois Lacazette a failli, plus d'une fois Lacazette était pas loin de couper la balle. Ouais, en première mi-temps, ouais. Il y a eu pas mal d'actions comme ça. Et je trouve que justement, voilà, c'est assez symptomatique de ce qui a posé problème aujourd'hui à Tottenham. C'est le match référence d'Arsenal. Je voudrais juste rajouter, je voudrais rendre un petit hommage aussi à la défense d'Arsenal, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont été très très solides. J'ai trouvé Arsenal très serein, ils ont pu se baser sur une assise. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, voilà. Koscielny a fait un super match.
Mustafi aussi, Mustafi, Mustafi il a vraiment su contrôler Harry Kane qui, pour moi, n'était pas. Il n'a pas eu de réelle occasion, Harry Kane. N'était pas à 100% même dans ses déplacements, et notamment, il faut savoir que depuis le début de saison, avant le match contre Manchester United où ils avaient perdu 1-0 sans Kane, c'était la meilleure équipe à l'extérieur, Tottenham, mais c'est une équipe de transition qui arrive à aspirer l'adversaire et derrière les contrer. Et là, Kane n'était pas à son avantage, mais ouais, gros travail de Mustafi. Mais oui, bien sûr, c'est pour répondre à ta question, Sam, c'est un match référence. Parce qu'ils avaient fait un bon 0-0 à Chelsea avec Lacazette. On voit d'ailleurs en numéro. Les gros matchs d'Arsenal cette saison. Encore une fois, moi, ces matchs-là ne révèlent vraiment pas le réel niveau d'Arsenal. Pourquoi ? Parce qu'à Liverpool, la compo de Wenger, elle est horrible. Faut savoir que Sanchez venait juste d'avoir ce transfert avorté à City et il était dans un état complètement critique. Il avait mis Welbeck, Lacazette et Giroud étaient sur le banc. Contre City, Lacazette n'est pas là. Et c'est vraiment le vrai match où les trois sont alignés et on voit qu'il y a vraiment un potentiel qui est très très intéressant. Contre Arsenal, même s'ils sont tombés contre une équipe de City qui est complètement stratosphérique depuis le début de saison, il y a eu des temps forts qui étaient réellement intéressants. Contre Chelsea aussi, aller faire 0-0 là-bas, même si Conte avait fait un match assez fermé, mais ils avaient eu des occasions, notamment Ramsey en fin de première période. Ils avaient fait un bon match et je pense que là, ce soir, ils récoltent le fruit du travail de ces dernières semaines, d'aller s'imposer à Everton. C'est quand même assez satisfaisant, mais ils sont encore une fois plombés par des mauvais choix de Wenger, par de la fragilité défensive. Mais je trouve que Arsenal, même s'ils sont très très loin dans la course au titre, en deuxième partie de saison, même si on sait que la situation de chacun, Ozil qui est libre à la fin de la saison, ou je crois même en janvier. Il est d'ailleurs en discussion avec le club pour prolonger. Plusieurs paramètres qui bloquent pour l'instant. On sait que Sanchez va partir à la fin de saison. C'est vrai qu'il y a politiquement, c'est assez instable, mais il va avoir des éclaircies pour Arsenal, j'en suis sûr. Maintenant, c'est à Wenger de prendre les choses en main et de faire des bons choix. Alors pour Tottenham, c'est un petit couac, c'est même un petit, on a envie de dire, accident de parcours. Après des belles prestations, notamment face au gros. Bon, il y avait eu la déception à Manchester, mais on se souvient du match contre Liverpool, on se souvient de la victoire à Madrid, contre le Real. Je veux dire, c'est le premier gros accro finalement de Pochettino et des Spurs cette saison. Il y a un problème. Et pourtant, on n'a pas vu vraiment un mauvais match. Oui, bien sûr, il y a un problème pour l'expliquer. Je pense que il y a eu un gros problème au milieu de terrain. Quand on prend la compo et on la voit à l'écran, Dembélé, Sissoko. On va se la remettre justement, s'il vous plaît. Dembélé, Sissoko, malheureusement, c'est deux joueurs. Et encore une fois, j'incrimine pas Sissoko parce qu'il fait plutôt. On en dira un mot après parce que j'aimerais bien. Pour une fois qu'on ne cartonne pas, on va en parler un petit peu. Il fait plutôt un bon match. Et encore une fois, je suis pas fan de ce joueur. Mais Dembélé, Sissoko, c'est deux joueurs qui ont un registre assez similaire, box-to-box, qui se projettent énormément vers l'avant, qui sont des milieux relayeurs. Et il n'y avait pas cette sentinelle, ce milieu stabilisateur, comme peut l'être d'ailleurs, parce que Alderweireld s'est blessé et donc d'ailleurs a été obligé de reculer en défense centrale dans cette défense à 3, et que Wanyama depuis 2 mois ou 3 mois, même 1 mois et demi, j'ai un problème avec le temps, mais depuis 1 mois et demi est blessé, et c'est vraiment lui qui depuis 1 saison et demie, depuis qu'il est arrivé à Southampton, est le stabilisateur de cette équipe. Donc on a eu une équipe coupée en deux, avec un problème dans la relance, ce qui obligeait d'ailleurs à relancer de très loin et de balancer sur Ali Eriksen. On avait un joueur comme Eriksen qui normalement est beaucoup plus à l'aise dans les 25 derniers mètres, qui était obligé de redescendre, chercher les ballons très très bas, et on avait une équipe qui était pas à l'aise et surtout qui était pas inspiré du tout. J'ai trouvé un gros manque d'inspiration. Et surtout, il y a eu des joueurs comme Ali qui, même s'il y a eu une petite éclaircie notamment contre le Real Madrid à Wembley en Ligue des Champions, je trouve vraiment que c'est pas le Ali qu'on a vu l'an dernier. C'est le même que la saison dernière. Voilà, il est en dedans dans les choix, il est en dedans dans ses prises de décision, dans l'exécution. Je le trouve vraiment en dedans. J'aimerais qu'on dise, avant qu'on passe au grand quiz, bien sûr, que j'avais oublié de mentionner dans le sommaire, je viens de m'en rendre compte, c'est incroyable. Pour ceux qui sont restés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la nuit avant de sortir ou pas, vous aurez le quiz. Juste un mot, Loïc, quand même, sur Moussa Sissoko. Moussa Sissoko a vécu une saison compliquée, c'est même un mot gentil, la saison dernière à Tottenham.
cette année, il est en train de prendre du crédit, prendre du poids auprès de Pochettino. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe de Tottenham aujourd'hui. Dans la transition, il n'a pas été. Tu vas un peu loin, mais bon. Je pose la question. C'est ça en fait ton problème, mais c'est pas grave. Non, mais après. Non, je parle pas sur la saison. Je parle non, mais même sur le match. Globalement, Tottenham ne fait pas un bon match. Donc... Moi, j'ai trouvé Davinson Sanchez supérieur à Sissoko. Il est notamment dans son duel avec Alexis. Il a vraiment dans les duels. En tout cas, ce soir être le meilleur joueur de Tottenham, c'est pas forcément un indicatif. Oui, non, tout à fait. Moi, je posais juste la question. Est-ce qu'aujourd'hui, non, Sissoko ça n'a pas été lui le joueur qui a essayé. En tout cas, quelque chose. c'est un joueur qui a fait parfois du bien à Tottenham, qui a au milieu a su ressortir quelques ballons. Il a su, comme tu disais, voilà, c'est un joueur box-to-box. Il a su parfois remonter un petit peu le bloc. Donc voilà, c'est peut-être l'une des légères satisfactions de Tottenham. Il a sa place à se faire, les gars. Tout va dépendre. Sissoko dans ce 11, vraiment, sur la saison. Il faut revoir aussi par rapport aux blessés quand ils seront de retour et tout. Il y a un petit peu, il y a pas mal de paramètres à voir. En tout cas, voilà, il y a un niveau. Tout va dépendre, Sam, des retours des blessés. Il faut savoir que dans le système de rotation et dans la concurrence, on a Wanyama qui n'est pas là, je l'ai dit. D'ailleurs, qui doit remonter quand Alderweireld est là. Et Winks, qui a fait un très bon match contre le Real Madrid et qui aussi pointe le bout de son nez. Il s'envole un peu, ouais. Très souvent, voilà, c'est ça ton problème avec les blagues. Il est tard, mais c'est pas grave, je vais te pardonner. Mais voilà, Sissoko, va falloir qu'il enchaîne les bons matchs. Il n'est pas placardé, ça. Mais en tout cas, voilà, il est dans la rotation. Il n'y a pas de raison de le placarder. C'est sûr, pour comparer à la semaine dernière, il va vivre une saison. Mais plus globalement, les Français ont été bons dans ce match-là. Que ce soit Koscielny qui a vraiment fait un match de patron en défense. Lacazette, pour moi, c'est Lloris a sorti deux ou trois ballons chauds. Lacazette est une grosse satisfaction. Et Sissoko. Bon, Coquelin, on va pas en parler parce qu'il est rentré 10 minutes. Et vu le match contre City, on n'a pas le droit d'en parler ce soir. Mais les quatre titulaires ont été très bons. D'ailleurs, je sais pas si, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Ouais, non, une petite anecdote. Je sais pas si au moment où il y a eu le changement Coquelin-Lacazette, je sais pas si le public sifflait, comme tu disais tout à l'heure, à cause du. Alors officiellement non. Apparemment, voilà, il sifflait une action qui se serait déroulée où il y aurait eu un bug entre Tottenham. Voilà, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé le changement. J'ai trouvé le changement. Le changement, il est défensif, tu gagnes 2-0. Il y avait 2-0, il voulait fermer. Tu gagnes 2-0, tu mets Sanchez en 9. Je trouvais qu'Arsenal, défensivement, était déjà très très bien en place et qu'il n'y avait pas de raison de renforcer en fait. Puisque à la fin, tu le payes pas. Donc ça... Non, c'est sûr que tu le payes pas. Mais j'étais un petit peu déçu. Justement, je pensais qu'Arsenal avait les moyens de pousser encore, d'aggraver même 3-0 dans un derby, ça fait beaucoup de bien dans un. T'es un peu exigeant quand même. Mais non. Allez, en soi, le match était bon, mais j'ai trouvé le changement, j'étais un petit peu déçu par le changement. Voilà. Merci Loïc, merci Walid pour ces beaux débats. On va maintenant passer au moment que je sais vous attendez tous dans le club des 5. On va se mettre un coup de générique peut-être pour passer au quiz. Allez, c'est l'heure du quiz. Et donc, c'est l'heure du fameux quiz du Club des 5 qui est d'habitude animé par mon confrère Romain Bédouc. Ce soir, je lui pique sa place. Attention, c'est peut-être pas la première ni la dernière fois. C'est la première fois. Je lui pique sa place. Oui. T'as dit c'est ni au quiz, oui, mais peut-être pas ailleurs, je sais pas. T'es pas au courant de tout, mon cher ami. Bien sûr, pour ce quiz, vous l'avez reconnu, bien sûr, déjà, à l'antenne, il est là. Fares Hachem, mieux rasé que la semaine. Enfin, ça a repoussé. Voilà, ça a repoussé par rapport à la semaine dernière. En revanche, les victoires, elles n'ont pas poussé depuis la première. Depuis la première, je suis un peu déçu. Peut-être que ça va. Ouais, voilà, on va dire que c'est la place. Non, mais les socios, à chaque fois qu'ils reviennent, ils pensent que c'est le grand gagnant. C'est-à-dire qu'il revient à chaque fois, il remet son titre en jeu. Il remet sa défaite en jeu. Non, il va gagner ce soir. Il a changé de place en plus. Il a changé de place. J'ai espoir en Fares ce soir, il a changé de place. Il a intérêt à nous faire honneur, à pas être le Pays-Bas de cette émission et à perdre tous les quiz lamentablement. Allez, on va donc passer à ce quiz, un quiz que j'ai petite touche, la Sam Touch sur ce quiz.
3 manches, bien sûr. Une des questions d'actualité, basique. Je vous garde bien sûr cette partie-là. Une deuxième un peu plus compliquée. Là, je vais avoir besoin de l'aide de la régie, notamment pendant cette émission. Parce que du coup, tu connais pas les réponses aux questions que tu as posées, c'est ça? Lesquelles? Je sais pas, tu dis Ah non, quand je dis l'aide de la régie, c'est parce que je vais avoir besoin de vous timer, messieurs. Parce que vous allez avoir 60 secondes pour répondre à 8 questions. Donc, ces 8 questions, vous avez 60 secondes pour y répondre. Si vous, avez, si vous arrivez à toutes les traiter en 60 secondes, si on l'a pas, on dit je passe. Si vous n'avez pas, vous dites je passe ou alors vous perdez du temps. Et ça se passe comment du coup? Une fois qu'on a passé les 8 questions, je vous pose la question, comment s'appelle Loïc Ebache et si tu sais pas, tu dis je passe. Déjà, c'est difficile là. Voilà. Non, mais ce que je veux dire. Vas-y, que ce soit clair. Voilà, j'ai passé les 7 premières questions, j'arrive à la 8e. Oui. Je la passe aussi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à la première question, c'est fini. Ah ouais, non, mais là, faut lire les. Voilà. Je vais t'envoyer la notice, là. Non, les conditions générales. Voilà, c'est les conditions générales. Je veux savoir si c'était une boucle ou un trait. Et la dernière, bien sûr, manche, c'est la mort subite. La mort subite, j'en ai 2. Je me tâte encore. Mais j'ai décidé que celui qui aurait le moins de points choisirait la mort subite. Il y en a 2 ce soir. Vous allez voir que les rencontres, c'est quand même diamétralement opposé. Et qu'il y en a une de football total et il y en a une de total. Allez, on commence la première manche de ce quiz. 10 points en jeu, 1 point par bonne réponse. Question d'actu. Demain, il y a un match en Bundesliga assez intéressant qui aura lieu entre le Werder de Brême et Hanovre. 2 frères vont se retrouver, 2 anciens de Ligue 1. Sané. Qui sont-ils? Sané. Salif et Lamine Sané, exactement, Walid, les 2 anciens des Girondins ou Salif de l'AS Nancy-Lorraine, qui vont s'affronter demain lors de Werder à Hanovre. Très bonne réponse. D'ailleurs, il faudrait vérifier, je crois que c'est la première fois. Mais ils se sont déjà affrontés, je crois, l'an dernier. Ils se sont déjà affrontés quand ils jouaient en Ligue 1. Ils se sont affrontés la saison dernière, non, parce qu'Hanovre était en D2. Non, Hanovre était pas. Hanovre était en D2 la saison dernière. J'ai envie de te retirer un point. Là. Ah, merde. Allez, on passe à la deuxième question. D'accord. Justement, on reste sur le thème de l'équipe qui n'était pas en Ligue 2 la saison dernière en Bundesliga 2. Hanovre, c'est la surprise de ce début de saison. Je suis sûr que vous avez vu des matchs Hanovre. J'en ai vu un, contre Dortmund. Qui est le meilleur buteur d'Hanovre cette saison? Je l'ai. Attends, ça fait du. Alors. Ah, Jonatas. Pas du tout, c'est pas Jonatas. C'est un joueur danois. Je peux pas vous en dire. Arnik. Exactement. Arnik. Exactement. Martin Arnik, pour être précis. C'est Arnik. Et il est pas du tout danois, il est autrichien. Il est autrichien. Voilà. Il a marqué contre Vous avez une réclamation à faire du coup? Moi, ça m'a déstabilisé complètement. Mais en plus, il l'a donné dans un autre quiz. Quand? De Romain. Je crois que c'est le premier où tu sors. Arnik, ou je suis pas sûr. Si, parce qu'il disait autrichien. Non, il avait dit. Non, c'était un entraîneur. Non, le premier quiz, il avait dit quelle est la nationalité d'Arnik. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai. Je m'en souvenais pas. Ah, d'accord. Voilà, et comme ça, on ne regarde pas les émissions. Et oui, mais vous avez qu'à suivre aussi les vôtres. Je vous rappelle que personne n'a répondu. Alors, on continue. Combien de victoires de suite pour la Roma ce soir? 5. 5e victoire de suite, effectivement, Loïc. Tout à fait. 1 point pour Loïc Ebache, 2 points pour Walid. Fares Hachem, 0. Le rédacteur en chef, on le rappelle, de cette émission, c'est le boss, il prépare tout. Il connaît tout, sauf la réponse du quiz. On continue. Qui est la des meilleures défenses de Première Ligue? Tiens. Tottenham. Non. Manchester United. Manchester United, ils ont joué cet après-midi, effectivement, ils n'ont pris qu'un but. C'est le premier Old Trafford depuis le début de la saison. Ils ont pris, mais pourtant, ils n'ont pris que 8 buts. C'est toujours la meilleure défense de Première Ligue. Fares, réveille-toi. Là, j'attends, je t'attends. Tu vas finir. Après, tu pourras choisir la mort subite, au pire. Qui est le meilleur buteur de l'AC Milan? Suso, Walid. C'est bon, c'est du bon. Les questions sont assez simples ce soir. Parce qu'on a c'est quoi, c'est un point chacun? Non, j'étais avant. J'ai gratté. Là, n'essayez pas non plus de m'avoir. Je suis pas que débile non plus. Il a marqué contre West Bromwich. C'est Morata. Combien de buts cette saison a-t-il inscrit en première ligue? 8, 6, 7, 9. Qui a 17 en premier? C'est moi qui ai dit 7 en Qui a 17 en premier? C'est moi. Walid Acherchour, d'accord. C'est très fort, exactement. 7 buts pour Morata depuis le début de la saison. Walid qui, pour l'instant, a donc 5 points. 1 point pour Loïc. Je pensais qu'il était à 8. Ouais, mais c'est bien de penser. Mais non, il était à 7. Mais non, pareil, tu vas y arriver. Qui est le dernier, justement, du championnat de Liga? Alaves. Non. Las Palmas. Non. Malaga, Fares, exactement, avec 4 points. Il est là avec Mitchell, exactement. Paul Bass et Diego Roland. Exactement, c'est la Dream Team, là, les poubelles de la Ligue 1. C'est génial. Paul Bass. Non, pas Paul, j'ai compris Mitchell et Roland. Non, Paul Bass, absolument pas. Non, bien sûr. Mitchell et Roland. Je retire ce que j'ai dit. Hier, il a marqué pour Amiens Serge Gakpé. Où est-ce qu'il jouait la saison dernière? Génois. Non. Il a été prêté la saison dernière. Il ne jouait pas au Génois. Et quel championnat?
Toujours en Italie. Toujours en Italie. Chievo Vérone, Fares, ouais. exactement. Et oui, Fares, il revient un petit peu. Fares, C'est ton terrain, la Serie A, normalement. prêté la saison dernière, il a pendant 6 mois au Chievo Vérone. Il n'avait pas beaucoup joué. C'est sûrement pour ça que tu t'en souviens pas. On a quasiment fait toutes les questions. Il nous en manque une. Combien de Français... pardon, il nous en manque 2. Combien de Français jouent à Séville 6. 5 5 Fares HM, exactement. J'aurais pu être chiant et te demander de me les citer. Est-ce que vous les avez? Ouais, Clément Langlais. Nzonzi, Tremolina, Clément Langlais. Nzonzi. Tremolina, c'est plus là. Hein. Ah oui, c'est vrai. Nzonzi, Ben Yedder. Ben Yedder. Ouais. Ben Yedder. manque. Korchia. Il en manque. Ah, ouais, attendez, il en manque un. Ben Yedder, est-ce qu'il compte Camille. Oui. Non, Carole, Carole, ok, exactement. Voilà, Carole Carole. qui est tout simplement. Galatasaray. Non, mais le défenseur central, c'est le troisième défenseur Non, central. il est latéral. Qui est le troisième défenseur de l'effectif de Séville. Français, c'est bien de le savoir. Il me reste. Alors attendez, j'ai un petit souci parce qu'il me semble que j'ai 10 questions, mais il me semble que je vous les ai toutes posées. Donc c'est que c'est qu'en fait il y a un point pour Fares HM et que j'ai oublié Donc ça fait combien là de compter. Ça fait 5 points pour Walid, 1 point pour Loïc, 4 points pour Fares. 4. C'est impossible. Si, j'ai donné les 4 dernières. Les 4 dernières, non, mais t'as donné les 2 dernières. Si. Si. Ah d'accord, ok. Ah pourquoi il y a une réclamation déjà? Non. Ok, on va passer. C'est l'heure des questions. Elle valait 2 points les dernières Des questions. Non, elle valait 1 point. Bah, il a fait Il a Séville. donné les 2 dernières. Il a fait Séville. Alors attendez, parce qu'en Et, régie, il dit qu'il n'y a pas de Chievo soucis. Vérone. Donc là, vous deux, je vous crois pas, vous essayez de m'embrouiller. Non, Séville, Chievo Vérone. Ah non, mais en régie, on dit qu'il n'y a pas de soucis. mais il a fait Séville, Chievo Chievo Vérone. Vérone, Malaga. Malaga. Et Malaga. après la quatrième, elle est où? Attendez, il a donné Séville, Malaga, il a donné le Chievo Vérone. Ouais, la quatrième. Et il a donné, c'est vrai qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, dans mes questions, dans mes 10 questions d'actu, T'en avais 9. j'en avais 9, tout à fait, c'est ça. Donc je te retire un point Varese parce qu'en plus, t'es rédacteur en chef, donc tu aurais dû vérifier que j'en avais 9. Voilà, c'est toi le problème. Question perso, on passe aux questions perso maintenant. C'est un peu la manche. Question, tu vois, un champion. Chacun sa pomme, enfin chacun son tour. Plutôt, pardon. On va commencer avec Loïc. Vous avez 60 secondes et je vais vous poser 8 questions. Donc vous avez 60 secondes pour répondre à ces 8 questions-là. Je vais commencer donc avec Loïc. Je vais demander à Zach et Ilyes en régie, s'il vous plaît, de me timer 60 secondes. Je sais qu'Ilyes est là pour le faire. Merci beaucoup. On va commencer avec toi, Loïc. Tu es donc prêt? On te voit. Wow, on a failli voir les réponses de la prochaine mort subite. Loïc, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est la régie qui va me donner le top et on va y aller. Allez, c'est parti. Quel est le dernier de Serie A? Quel club est dernier de Serie A? Benevento. Quel numéro porte Imbula à Toulouse? Le 8, il me semble. Non, c'est le 25. Où joue Divock le Origi? même numéro. Origi à Liverpool, Lille. Il est passé où déjà? J'ai oublié. Alors, on passe. Où joue Georges Kevin Nkoudou? Nkoudou, il était à Tottenham. Je sais pas s'il est toujours à Tottenham. Rapidement, il faut une réponse. Je veux dire à Tottenham. Tottenham, c'est bon. Comment s'appelle le stade du Celtic Glasgow? Le Celtic Park. Le Celtic Park, c'est bon. Qui est le meilleur buteur de Strasbourg? Je passe. Tu passes. C'est D'Acosta. Qui est le meilleur buteur de Liga? De Liga Non, j'avoue que je sais pas non plus. Je passe. Messi. Depuis quelle année Marseille n'a pas gagné à Bordeaux? 40 ans. Non, depuis quelle année? Ah, 77. C'est bien, c'est bon. Ok, voilà. À combien de temps on est, Ilyes, s'il vous plaît? 49 secondes, donc c'est quand même pas mal. Combien de bonnes réponses? On en a 1, 2, 3, 4. 4 bonnes réponses pour Loïc qui marque 4 points. C'était quoi les réponses qu'il n'avait pas? Alors les réponses qu'il n'avait pas, je les ai dit. Il n'a pas eu le numéro d'Imbula à Toulouse qui est le 25, le même qu'à l'OM, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pensais qu'il avait changé. Divock Origi joue à Wolfsburg depuis cette saison. C'est ça. Le meilleur buteur de Strasbourg, c'est D'Acosta. Le meilleur buteur de Liga, pourquoi je l'ai pas tenté, ça. c'est bien sûr Lionel Messi. Je l'ai dit en plus en émission. Et sinon, voilà, sur 8 questions, 4 bonnes, 4 mauvaises réponses. On passe à vous, monsieur Acherchour. On dirait que je suis en contrôle de police. Vos papiers, s'il vous plaît. J'espère que tu es prêt, Walid. On commence donc avec toi. 60 secondes, Ilyes, tu me dis top quand on est bon. Top, c'est parti. Comment s'appelle l'entraîneur de Dortmund? Peter Bosch. Exactement. Qui a marqué un triplé pour Bournemouth ce week-end? Aphobie. Non, pas du tout. Callum Wilson, tu m'en as parlé tout à l'heure. Qui est le capitaine de la Roma? De Rossi. C'est Florenzi. C'était De Rossi. C'est De Rossi. C'est De Rossi. Alors attends, ok, je te la donne bonne. Allez, c'est bon. Ah oui. Dans quelle ville se trouve le club de Crystal Palace? On a perdu un peu de temps rapidement. Je sais pas. C'est à Londres. Où jouait Amavi avant Aston Villa? Aston Villa, il joue à Nice. Oui, c'est bon. Où joue Paul Baïs? Il joue à Malaga. Qui est l'entraîneur de Strasbourg?
Thierry Loret. Thierry Loret. Qui est le meilleur buteur de Bundesliga? Le meilleur bouton de... Lewandowski. Lewandowski, c'est bon Walid. Une mauvaise réponse. Londres, Crystal Palace, Ouais, c'est à Londres. Bravo Walid, 7 points. C'est pas mal. J'ai essayé de te piéger notamment avec... Ah non, pardon, 6 points, parce que tu as eu faux à Callum Wilson. Oui, Tu m'en as parlé toute l'après-midi. Je pensais que tu aurais un peu de jugeote, mais non. je t'ai parlé de Tant Callum pis. Wilson. Non, je crois que c'était confondre avec un autre joueur. Ah, mais c'est pas grave, c'est Sam, il est... Ah bon, c'est pas C'est grave, pas c'est pas grave. Si j'ai pas envie de C'est lui un donner ami, des points, c'est un ami, je lui en c'est donne un- pas quand même. Fares, on va bon. passer à toi. Je te rappelle que tu nous as un peu déçus ces dernières semaines, donc tu dois te rattraper. Surtout Là, en si plus, j'arrive- en plus, il a pas Walid à côté, donc normalement, là, il est si concentré que j'arrive sur lui. à retrouver C'est ça. tes questions, bien sûr. Allez, on me dit qu'on est un peu à la bourre, donc on va y aller. Où joue Jérémy Pied, Fares? Southampton. Southampton, c'est bon. Qui est le meilleur buteur de Valence? Zaza. Zaza, c'est bon. Qui est le dernier de Bundesliga? Alors là. Je passe. Ok, quel est le numéro 11 de Bordeaux, pardon? De Bordeaux. Camano. Pardon? Camano. Camano, c'est bon. Qui est le capitaine de Guingamp? Kerbat. Non, c'est Jimmy Briand. Qui est le meilleur buteur de Première Ligue? Ah, celle-là, elle est costaud. C'est un nouveau, depuis cet après-midi. Morata. Non, c'est Mohamed Salah. Combien, Ah oui, en plus, combien a-t-il marqué de buts, justement? 12. Non, 9. Cite la meilleure défense, de Serie A. La Roma. La Roma, c'est bon, ok, bon, ça va un peu les Bob Fares. Oh là là. 4 points sur 8 comme Loïc. Alors que je fasse bien les comptes. Attends, tu peux donner les réponses? Que je fasse bien. Qui Ah a- oui, qui l'avait pardon, pas non, mais je suis désolé les réponses. Où joue Jérémy Pied? C'est à Southampton. Le meilleur buteur donc de Valence, c'est bien Simone mais- Zaza. Non, mais les réponses Le sont dernier pas de bonnes. Là, Bundesliga. les réponses négatives. Le dernier de Bundesliga, c'est Cologne. Je fais un Ouais, c'est récapitulatif. la seule que t'as Le pas numéro donnée. 11 de Bordeaux, c'est bien François Camano. Le capitaine de Guingamp, c'est Jimmy Briand. Le meilleur buteur de Première Ligue, c'est donc Mohamed Salah avec 9 buts et non pas 12. Et la meilleure défense de Serie A, c'est la Roma, puisqu'elle était égalité avec Naples, mais Naples T'as a pris 7. un but à la dernière minute. Donc finalement, ce n'était pas. Naples n'avait pas 8 buts avant. Pardon Naples n'avait pas 8 buts encaissés, la Roma 7 ce soir, avant les matchs de ce soir. Non, justement. non, les deux avaient 8, puisque la Roma avait encaissé un but Il me contre semblait la que la Lazio. Roma était à 7. Hein. Avant le match contre la Lazio, mais ils ont encaissé un but contre la Lazio, Ok. donc ça faisait 8. On aurait pu avoir 2, mais on en avait qu'une. Le dernier, pour l'instant, c'est Loïc. Alors Loïc, tu vas avoir le Avec droit combien de de points? Avec choisir. combien de points, s'il vous plaît? Alors, le récap J'ai des fait exprès points. en fait, c'est pour pouvoir choisir la Loïc a marche 5 points, Fares en a 7 et Walid en a 3, 5, Walid en a 11. Donc, tout le monde C'est est encore... costaud. Tout le monde est encore en vie pour la mort subite, vu Tout qu'il le y a monde code de- est... Non, juste encore en vie. C'est entre toi Est-ce que et tu moi. est-ce Bon, allez, qu'on dit que la mort subite Ah, je relance. aujourd'hui détermine le vainqueur Allez, de je relance, cette je relance. course. Je remets Ouais, y a ma que- mort y a subite que en jeu. Pour Loïc. y a que pour Loïc, quoi. Je remets ma mort Vous êtes subite. d'accord tous Ouais. les Ouais, trois? allez. C'est parfait. Merci beaucoup. Loïc, du coup, tu as quand même le privilège de choisir la Alors mort vas-y, subite. Alors j'ai deux choix dis-moi pour le toi. choix. Il y a un match mardi très intéressant en Ligue des Champions qui concerne le Barça et la Juve. C'est deux équipes qui se sont rencontrées en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc tu as cette possibilité de me donner les 26 noms les 26 joueurs plutôt qui ont disputé ce match, pas les 2 entraîneurs, juste les 26 joueurs. Vous avez cette possibilité-là. Ou alors, on a demain soir un très très grand classique du championnat de France. Peut-être le plus grand, celui qui n'a pas été pas inventé ça, par ne les fais pas médias ça. en tout cas. Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille, en 2009, c'était l'affiche entre le premier et le deuxième. C'était l'affiche entre 2 très grosses équipes. On a également ce match 0-0 au Vélodrome où Bordeaux et Marseille sortaient du Loïc, titre, Loïc. du trophée des champions. Loïc, s'il te plaît. Loïc, c'est à toi de me dire Ce quelle sera un très mort gros coup bas subite si tu tu faisais préfères. ça. Comme quoi, tu vois qu'être dernier, ce n'est pas toujours... Ce sera un très gros coup bas si tu faisais ça. C'est un Négatif. C'est un choix difficile que tu me donnes. C'était un match qui avait eu lieu en août, je précise, Bordeaux-Marseille. Et la finale de Ligue des Champions, je ne vous dis pas quand elle avait eu lieu, vous vous en doutez. Alors, En Loïc, février, t'as- non, en février. Loïc, tu as 2 secondes pour choisir. Après, je vais devoir sinon trancher moi-même. Écoute, ça fait 40 ans que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux, du coup je vais décider de prendre Barça-Juventus. Tu vas décider de prendre C'est Barça, beau. Juventus. C'est beau, Loïc. C'est Non, dommage, je l'avais pas préparé. j'allais sortir, je pense. Je l'avais pas préparé. Alors, attendez, du coup, parce que j'ai 36 000 compositions d'équipes que je Ah, parce que retrouve. t'avais supposé les mon choix bonnes. déjà Non, je les ai toutes les deux là. Jamais donné de la Si vous difficulté. voulez tout savoir. Ah, c'est bon, elle est Juste, là. je retrouve. Non, je veux juste retrouver la composition en entière. La voici. Donc, vous allez me donner. Donc, vous avez les 22 acteurs plus les 6 remplaçants qui ont joué. Et si on redonne un nom? Si on vous Ah, redonnait c'est un nom, pas alors bien sûr, la mort subite, vous connaissez. Au tour de table, si vous donnez un nom qui a déjà été dit, vous êtes forcément éliminé. Ça, je peux pas rien faire pour vous si jamais vous en arrivez là, les amis. Alors, on va commencer.
On va commencer avec, Loïc, justement, vu que c'est toi qui a choisi la mort subite. C'est parti, Loïc. Donc, victoire 3-1 du Barça. Je veux la composition d'équipe. À toi. Du Barça ou Des deux. Ok. Tu Buffon. choisis. Tu choisis. Buffon. Buffon, bien sûr, il est là, absolument. Fares. Kingsley Coman. Kingsley Coman qui rentre, c'est bon. Donc en fait, Fares n'a toujours pas compris les règles de la mort subite. Oui, Il c'est donne garder les plus il durs. donne les plus compliqués au début, mais c'est pas grave. C'est le seul. Mais il a raison, il a Je raison. lui parce qu'il m'a fait perdre de l'argent ce soir. Ter Stegen. Ter Stegen, bien sûr, qui est le gardien du Barça cette année-là en Ligue des Champions, parce que c'est Claudio Bravo qui assure le poste en championnat. Loïc, Si tu donnes une précision à chaque fois qu'on dit un nom, On est aura là, pas les le temps de gens- faire une je finale t'avoue en fait d'émission. que j'ai perdu les remplaçants, donc je suis en train d'essayer de gagner un peu de temps en parlant un petit peu. Non, je vais retrouver tout de suite la compo du match. Je ne veux pas vous oublier des noms, bien sûr. J'ai une grosse partie des noms quand même. Loïc. Barzagli. Barzagli, bien sûr, qui est titulaire en défense centrale de la Juve. Fares. Lionel Messi. Lionel Messi, qui est là, bien sûr, toujours. Pourquoi bougerait-il? Neymar. Neymar, bien sûr. Loïc. Oui, Suarez. Suarez, oui, bon, jusque-là, vous ne prenez pas trop de risques, à part Fares. Busquets. Peut-être va-t-il en prendre un. Non, Busquets, bien sûr qu'il est là. Walid. Rakitic. Rakitic, buteur, le premier buteur d'ailleurs de ce match, il est là, bien sûr. Loïc. Chiellini. Chiellini est suspendu Oh. durant cette finale. Il ne joue pas la finale qui était à l'Olympiade Stadium de Berlin. Pas de Chiellini donc. Fares, Walid, c'est le duel final. Je savais que j'aurais dû choisir Bordeaux-Marseille. Il y avait quand même Bonucci, bien sûr. Ils n'allaient pas être punis totalement, les Italiens. La pioche. Paul Pogba. La pioche, Paul Pogba, il est là, absolument. Fares. Piqué. Tu prends pas trop de risques. Bien sûr, il est là. Gérard Piqué. Walid. Jordi Alba. Jordi Alba, c'est bon. Il me l'a pris encore. Il me reste, alors dans les titulaires du Barça, il ne m'en reste que 2. Côté Juventus, il me reste 2, 3, 7 joueurs. Et avec les remplaçants, 7 et 5, ça fait 12. Donc il nous reste 12 joueurs. Non, pour mais l'instant. il reste pas que 2 joueurs au Barça, il en reste 3. Non, il en reste 2. Alors on a donné les Non, trois attaquants, le il en reste gardien. 3, pardon. Il en reste 3. Je fais son travail. Il en reste 3. Allez, il nous reste plus de temps. Allez, c'est à Fares. Ok. Alors Mandzukic. Mandzukic. Il est pas là. Mandzukic. Il n'est pas là. T'es sûr? Il n'est pas là, Mandzukic. Alors, je vérifie quand même, Non, parce il est que pas là. j'ai un souci pour être honnête avec les auditeurs, avec les socios, la liste des remplaçants est effacée, donc je ne veux pas dire de bêtises. Non, il est pas là. Mais non, Mandzukic ne joue pas cette Ils ont finale qui devant, de là Ligue des Champions. Morata. Mandzukic ne joue pas cette Morata. finale de Ligue des Champions. Morata, Je lui, peux te faire les est derniers, titulaire je peux te faire les et derniers. bien buteur. Je peux te faire tout ce qui reste. Vas-y. t'as- Alors, voyons t'as- voir au t'as- Barça. T'as Daniel Alves. T'as Daniel Alves, c'est bon. Iniesta qu'on n'a pas dit. Iniesta, Suarez. en défense centrale. Suarez Suarez, on a l'a été dit, dit. il manque quelqu'un en défense centrale. Mascherano. Mascherano, c'est bon, Après, effectivement. donc, à la Juve, t'as Vidal, T'as Vidal, Pirlo, t'as Pirlo, Marquisio, t'as Marquisio, qui joue avec Morata devant. Tevez Tevez, et latéral gauche, Patrice Evra. latéral droit. Latéral droit, Lichtsteiner. Exactement. Bon, voilà, c'était assez simple. En tout cas, bravo Walid qui remporte. C'est à combien de call? Troisième. Le Troisième, quiz, en quiz, léger, ouais, c'est troisième. ça, voilà, En voilà, léger vas-y. comme Chegué. C'est ça, exactement. Fares, je suis déçu. Là, vraiment, Il est en loose dé comme Il est en loose dé comme Galas, encore une fois. Je m'en veux. Je veux pas avoir dit Tevez. Je m'en veux. Ouais, non, mais c'est pour ça, qu'il y Mandzukic, j'étais déjà avait là, des comme un facilités. Je me fais je pensais qu'il était un déjà peu là. réprimander par la régie parce qu'on est un peu à la bourre. Je voudrais vous remercier, bien sûr, Fares qui est avec nous. Merci merci à vous. Fares pour tout le travail, également celui d'Amaury Cotin, de Zachary Gauthier, de Ilyes Acherchour ce soir pour la bonne tenue de cette émission. Je voudrais vous remercier à tous les deux, Loïc et Walid, pour cette belle émission Merci de à toi. débat. Le Merci Club à des vous. 5 est en repos demain dimanche, mais on se retrouve lundi avec une grosse émission de 2 heures à peu près pour revenir sur toute l'actualité du week-end, sur tous les gros matchs qui auront lieu demain et notamment sur un certain Bordeaux-Marseille, 40 ans. Donc on a dit que les Matmut Marseillais Atlantique. n'ont pas gagné à Bordeaux. Ce sera le gros match de ce dimanche soir en Ligue 1. On parlera aussi de la Ligue des Champions lundi. On sera à 24 heures des matchs de Monaco et du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir été avec nous donc ce soir dans le Club des 5. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. Passez un bon dimanche. Ciao, bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.